Abonnez-vous. Bonsoir, salut à tous et à toutes dans le chat. Salut Lisa. Salut Anna. Bienvenue pour ce nouveau numéro d'Abonnez-vous. Abonnez-vous, l'émission Twitch qui vous montre les coulisses de Mediapart. Et ce soir, comme vous avez pu commencer à le dire dans le chat, on va parler d'antiziganisme. Mais avant de commencer, quelques rappels d'usage. Abonnez-vous, on se retrouve tous les lundis de 18h à 20h en direct dans les locaux du journal pour vous présenter le travail de celles et ceux qui font Mediapart tous les jours. Tous les vendredis de 10h à midi, vous retrouvez Os Politique pour sa matinale où il reçoit des journalistes, des créateurs et créatrices de contenu. Et vous retrouvez ensuite toutes les vidéos en replay si vous voulez les écouter comme des podcasts sur la chaîne YouTube, cette fois-ci de Mediapart. Nous ne sommes ni affiliés ni partenaires pour éviter de monétiser cette chaîne et donc de contribuer à donner de l'argent à Twitch. Mais si vous voulez soutenir une presse libre et indépendante, Abonnez-vous. j'ai demandé à ce que la moustache originale passe ce soir, mais Edwin n'était malheureusement pas disponible. Néanmoins, vous pouvez donc vous abonner. Je vous mets dans le chat. Voilà, une offre 1 mois gratuit sans abonnement. Vous n'avez pas besoin de mettre vos infos de paiement et vous pouvez profiter comme ça du contenu de Mediapart. Je vois les habitués. Salut Likumi, salut Cry Me a River Darling. Et oui, pas dispo, mais là, écoute, la moustache n'était pas dispo non plus. Si vous voulez participer dans le chat, c'est tout à fait possible. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, il faut attendre 10 minutes. Salut Karim, salut Satrap. Il faut respecter donc les règles que je vous envoie dans le chat et qui sont vraiment des règles très simples. Pas d'insultes, pas d'invectives, pas de propos sexistes, racistes ou alors anti-tziganes ce soir. Vous savez comment ça se passe. La modération, elle est rapide, juste et dure, néanmoins. Et vous êtes banni, c'est sans sommation. Et il n'y a pas après d'appel ou je ne sais quoi. C'est définitif. Donc réfléchissez avant de vouloir nous chercher sur ces règles. Terence, super question. Ça va être l'intro dès que j'ai terminé sur ces annonces. Même contre Bardella, c'est une affirmation. Ça attrape, attention, là on est vraiment dans un chat respect parce que justement, c'est ce qu'on expliquait, c'est vraiment dans le titre, le dernier finalement racisme presque toléré voire encouragé parfois. Donc allez-y mollo, on sait faire la différence entre blague et message sérieux, mais ce soir vraiment je compte sur vous. Donc les règles que je vous ai envoyées, si vous voulez avoir les emotes Mediapart, dont la petite bonnette, si vous voulez soutenir la bonnette et les familles de bonnettes, il faut utiliser l'extension BetterTTV, toujours pareil dans le chat, vous avez les liens pour activer cette extension gratuite. Si vous avez des envies, je lis les messages dans le chat et je ris, d'emotes, n'hésitez pas, des emotes autour de Mediapart, des collègues. Je me ferai une joie de faire une petite emote sur commande, voilà. Je vous avais peut-être assisté aux anciens streams où je prenais 5 minutes pour la revue de presse, où je lisais les titres et les chapeaux des articles les plus commentés la semaine précédente. En fait, je pense que ça apportait pas beaucoup. Surtout qu'on prenait pas le temps de commenter chaque article, donc il y avait un peu des messages dans le chat. Donc là, ça fait 2 ou 3 streams que j'ai décidé de le faire sauter. Parce qu'au final, si vous voulez voir une revue de presse, il y a Host. On n'est pas vraiment là pour ça sur Abonnez-vous le soir. Voilà. Donc si jamais vraiment ça vous manque, dites-le. Mais moi j'ai l'impression que ça apportait pas grand-chose et ça nous faisait perdre du temps, alors qu'on avait souvent beaucoup de questions sur les sujets du soir. Voilà, pour cette explication de pas de revue de presse ce soir, a priori pas les autres soirs non plus. Voilà, donc non, on ne pourra pas taquiner le PS Terence. Bon, une petite intro et après, Terence, je poserai ta question qui est très, très pertinente. Donc ce soir, je reçois Lisa Castelli, tu es journaliste rattachée au pôle société de Mediapart. Oui, alors plus précisément, en fait, je suis journaliste au pôle central, donc je suis à l'édition et j'édite principalement les articles du pôle société. Donc je suis rattachée dans ce sens-là. Mais ça a déjà créé des tensions avec mes collègues du pôle central qui ont dit attention, je suis rattachée au pôle central. Oui, ton vrai service, c'est le central. Okay, central d'édition où on édite les articles, mais je travaille beaucoup avec le pôle société. Et quand je peux, j'écris des articles au pôle société. Mais non, tu as raison de préciser. Et si vous vous demandez, mais qu'est-ce que le central, vous pouvez chercher. Il y avait eu 2 abonnez-vous, un avec Sébastien Calvé qui a la photo et un avec Donatien Huet. Voilà, donc merci pour cette précision.
Ce soir, on va parler, c'est un stream de 2 heures consacré donc à l'antiziganisme. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France n'a toujours pas donc reconnu le génocide des Roms, Sinti, Manouches et des Yéniches. Et pendant ce temps, ce que tu documentes dans tes articles, c'est qu'il y a toujours de nouvelles lois répressives qui visent ces citoyens. L'idée de ce stream de 2 heures, c'est de pouvoir parler de pourquoi la France, déjà expliquer pourquoi la France ne reconnaît pas ce génocide, où est-ce qu'on en est dans cette reconnaissance, voir aussi le continuum de discrimination que ces gens subissent depuis la guerre, et en fait si on est juste depuis bien avant aussi malheureusement, et un peu des pistes pour l'avenir, comment on pourrait aider aussi en tant que citoyen à une reconnaissance, participer peut-être à ne plus déjà partager d'idées racistes, que sais-je. Voilà, par exemple. On peut commencer par là. Donc, vraiment, pour qu'on commence sur des bonnes bases, je lis cette question de Terence. Quel est le terme le plus adéquat pour définir des populations très diversifiées quant à leur origine et le fait d'être ou non nomades ? Alors, très bien, parce que c'est exactement là-dessus qu'on va essayer de ne pas s'attraper les pieds dans le tapis ce soir. C'est un très vaste sujet. Alors déjà, pour commencer, un petit disclaimer de ma part. J'ai beau écrire des articles sur ces sujets diversifiés, comme tu dis, depuis quelques années déjà. Je ne suis pas experte, comme pourrait l'être un chercheur, un historien, une historienne, voire un juriste. Donc voilà, moi je me contente d'écrire des articles là-dessus. Donc vraiment, je vais essayer d'être aussi précise que possible ce soir. Mais je compte sur votre mansuétude, mais surtout je vais essayer de dire quand je ne sais pas les choses aussi, voilà, tout simplement. Là-dessus, comment parler de ces populations guillemets déjà, premier guillemets. Alors, il y a deux... je vais m'appuyer sur les textes qui existent sur le sujet, puis les témoignages et les paroles des premiers concernés surtout. Il y a 2 aspects. Soit on parle catégorie administrative, auquel cas en France, il existe une catégorie de citoyens à part qui est la catégorie des gens du voyage. Donc ça, c'est un terme légal en fait, administratif. Donc ça, c'est pas une bonne façon de désigner des origines, des cultures. Mais par contre, c'est une catégorie administrative qui impose des droits et des devoirs. Et quand tu dis catégorie administrative, on la retrouve où ? C'est-à-dire sur les papiers des gens ? Alors aujourd'hui non, mais jusqu'en 2017, les gens du voyage avaient un petit carnet de circulation. Et tous les 3 mois, ils devaient aller pointer au commissariat, par exemple, ou dans les communes pour dire où est-ce qu'ils se trouvaient. Donc c'est assez ahurissant, je pense qu'on peut partir de là. Il y a moins de 10 ans, les gens du voyage devaient pointer pour dire où est-ce qu'ils se situaient, pour confirmer qu'ils étaient bien dans telle ou telle commune. Il se passe quoi si on ne va pas au commissariat ? J'ai plus en tête, mais c'était des amendes, des sanctions, etc. Donc en fait, et c'est vraiment l'héritage de ce qui existait depuis des décennies et qui a apporté préjudice, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est vraiment l'aspect administratif. Après, le terme le plus simple, si on ne sait pas de base, et je pense que c'est celui que je vais utiliser le plus ce soir, c'est voyageur. Ça permet de regrouper plein de cultures d'origine, de collectifs différents. Néanmoins, les premiers concernés peuvent avoir d'autres souhaits de comment ils souhaitent être qualifiés. Donc, on a les Roms, les Sinti, les Manouches, les Yéniches. J'en oublie déjà, donc voilà, j'ai sous les Roms, Sinti, Gitans. Tzigane, alors c'est de moins en moins revendiqué, mais ça peut l'être. Et l'aspect avec Tzigane aussi, qui est de plus en plus admis, mais pas toujours, c'est que c'est plutôt une insulte. Donc on l'utilise en anti-tziganisme, justement. Et c'est ce qui regroupe en fait toutes ces populations, c'est de pouvoir souffrir de l'anti-tziganisme. Mais en fait, tzigane, c'est plutôt un terme que, en tout cas, moi, je ne vais pas utiliser. Parfois, voilà, ça peut être quelqu'un qui va dire moi je suis tzigane pour aller plus vite, quoi. Il va le dire comme ça pour être sûr que les gens comprennent, mais c'est plutôt une insulte à la base. Ça renvoie aussi à des catégorisations comme au moment de la guerre, en fait, tout simplement on mettait tzigane, mais en France c'était autre chose, on les appelait les nomades. C'est pour ça que c'est aussi dans plusieurs de mes articles, parce que c'était la catégorie avant gens du voyage, c'était nomades. Donc, pour faire court, on peut parler de voyageurs et à ne pas forcément mélanger avec les populations qu'on appelle aujourd'hui les Roms en France.
dans le cas où on parle des Roms de Bulgarie et de Roumanie, qu'on a vu arriver en France à peu près dans les années 90-2000, et qui, eux, c'est ce qui les distingue un peu des voyageurs français, sont très peu itinérants au final. Ils peuvent faire des allers-retours entre les pays de l'Est, la Roumanie et la Bulgarie, et la France, mais souvent ils sont sédentaires une fois qu'ils sont en France. Ils installent des bidonvilles s'ils n'ont pas d'autre option. Ils peuvent vivre dans des squats, ils peuvent vivre dans des appartements s'ils en ont la possibilité. Donc on n'est pas forcément sur des voyageurs, mais toutes ces populations peuvent être réunis sous l'appellation Rome au sens très très large. Mais voilà, en gros, tout ça ne fait pas consensus et vaut mieux poser la question aux concernés à chaque article et à chaque rencontre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bah oui, alors il y a Jeune Courriel qui revient sur l'obligation de pointer donc, au commissariat, c'était jusqu'en 2017, c'est ce que tu dis ? 2017. Ce qui est hallucinant déjà, donc c'est bien tous les 3 mois. Il y a une confusion dans le chat, est-ce que c'était tous les mois ou tous les 3 mois ? Tous les 3 mois. Il y a Wikimi qui demande est-ce que Roma, c'est pas plus inclusif de tous les groupes d'un point de vue linguistique ? Justement, c'est ce que je disais, c'est là où, alors c'est là où je ne suis pas historienne, mais de ce que j'ai pu lire, en effet, il y a 2 exceptions du mot Rome. On peut dire, notamment, il y a une asso qui s'appelle La Voix des Roms, et qui défend à la fois tous les voyageurs et les Roms de Bulgarie et de Roumanie qui vivent en France. Donc, clairement, Rome, ça peut être soit une appellation chapeau pour absolument toutes ces populations, mais tout le monde ne le revendique pas et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Ou alors seulement pour... c'est ce qu'on utilise souvent dans la presse, hein, notamment... on va dire les Roms, et on va parler des populations arrivées plus récemment en Europe de l'Ouest, chez nous en France. Et du coup, là, le plus classique, c'est quand même de dire les Roms pour Roumanie, Bulgarie, même si, en effet, il y a des gens qui peuvent dire aussi, citoyens français, qui peuvent dire « moi, je suis Rome ». Ça va plus vite, et c'est une culture Rome, et c'est le point commun. C'est très compliqué. Il y a Radius qui demandait s'il pouvait nous parler de l'histoire des voyageurs. Alors, je ne sais pas à quel point c'est un sujet dont tu as envie de parler de l'histoire avec un grand H. En tout cas, est-ce qu'on peut refaire un rappel historique, puisque c'est au niveau de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, que se joue ce génocide qui n'est pas reconnu en France. Peut-être si tu veux nous... Parce qu'il y a souvent cette idée que c'est peut-être l'impulsion uniquement des nazis, que nous, les Français, on n'avait pas du tout travaillé pour interner des personnes itinérantes. Oui, alors du coup, non, je vais pas arriver à faire toute l'histoire des populations voyageuses, clairement, notamment parce qu'elles ont plein d'histoires différentes. C'est ça qu'il faut souligner à chaque fois, c'est qu'on a parmi les itinérants, les voyageurs, des cultures ultra différentes, et j'en maîtrise très peu. Donc là-dessus, vraiment, je vais pas m'aventurer. Et on a vraiment des collectifs qui viennent d'endroits ultra différents et qui parfois n'ont en commun que l'itinérance et le voyage. Donc c'est impossible de faire toute une histoire rapidement. Je vais me référer de toute façon à ma Bible absolue que j'ai apportée. C'est un moment Mère Castor avant l'heure. Absolument, c'est Les gens du voyage où sont les gens du voyage, pardon, par William Hacker. Et il y a toute une... Enfin bon, c'est ce qu'il y a de plus récent sur le sujet, et c'est le plus efficace, le plus clair. Il y a tout le lexique possible de la Terre, et c'est un travail incroyable par William Hacker, qui est à la fois voyageur, mais aussi juriste, et aujourd'hui président d'association aussi. Le lien dans le chat, si vous avez envie de le commander. Donc sur l'histoire, voilà. Pour revenir à la question du génocide, en fait, ce qui se passe clairement, c'est que, une fois encore, je ne suis pas historienne, mais ce qui est très clair, c'est qu'au niveau du régime nazi, les populations qualifiées de tziganes étaient ciblées par la déportation. Ça, je pense, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Et donc, au niveau européen, l'Union européenne le reconnaît, l'Allemagne le reconnaît, l'Espagne le reconnaît, le Canada même le reconnaît. L'ONU reconnaît qu'il y a eu donc une pratique génocidaire à l'égard des populations qualifiées de tziganes par le régime nazi. Sauf qu'en France, on ne le reconnaît pas, parce qu'en fait, la France de Vichy, la France libre, la France sous occupation,
estime qu'elle n'a pas envoyé en déportation les populations nomades. Alors en France, on avait déjà une catégorie, c'est là où l'hypocrisie est assez marquante, c'est qu'en fait en France on fichait déjà ces populations depuis je crois 1912. Donc on n'a pas non plus de quoi se vanter. Et c'est ce qui a permis assez facilement, vu que cette catégorie administrative existait, de regrouper, quand on l'a souhaité et sous impulsion nazie, hein, clairement, les nomades dans des camps d'internement, de leur interdire d'abord de les assigner à résidence, donc les empêcher de voyager, donc l'empêcher de travailler, d'avoir des ressources. Donc, L'organisation un peu d'une famine, voilà, finalement. exactement. C'est l'organisation d'une famine, d'un appauvrissement, voilà. Et dans beaucoup de cas, l'internement, on estime qu'il y avait, enfin les derniers chiffres, on est autour de 6000 personnes qui auraient été internées en France. Et parmi elles, il y en a qui sont partis dans des camps d'extermination. C'est pas la majorité a priori. Là, je vais pas m'avancer un peu ça, mais c'était pas la logique. Mais par contre, en fait, ce que disent de plus en plus d'historiens et ce que revendiquent les associations de voyageurs et les associations mémorielles, c'est de dire que en fait, ça revient exactement au même, c'est la même dynamique, et qu'il serait temps que la France arrête de regarder ailleurs en disant nous, on a seulement interné. Voilà. Donc, ce qui est quand même ce qui peut prêter à sourire. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il y a des rapports d'historiens hein, qui, dans les années 90, je crois, sont allés dans le sens de il y avait une exception française. Mm. La France a protégé ces nomades, ce qui est très contesté aujourd'hui. Il y a très peu de travail historique là-dessus aussi. Donc en fait, les personnes qui poussent à la reconnaissance du génocide, elles poussent aussi à ce qu'il y ait un vrai travail d'histoire qui soit fait pour de bon et qui permette d'asseoir tout ce qu'on sait et de savoir beaucoup plus et de travailler pour la mémoire des victimes aussi. Et donc, voilà, la France en 2016, François Hollande avait dit oui, la France a eu une très grande responsabilité dans la souffrance des populations nomades. Mais ça n'est jamais allé plus loin. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une proposition de résolution qui vient de la gauche unie, ELV, enfin écologiste, LFI et Parti socialiste, pour défendre le fait que la France, comme plein d'autres pays, reconnaisse le 2 août comme le jour de commémoration du génocide des Roms, Sinti, Manouches, Gitans, etc., etc., et voyageurs en général. Et donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'arrêter avec cette idée qu'il y aurait eu une exception française, que l'extermination se serait arrêtée aux frontières comme un nuage de Tchernobyl, et d'accepter que la France a joué un rôle et de travailler à le documenter, travailler aussi, ça c'est super important, à l'indemnisation. C'est une étape lointaine, mais en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui disent si aujourd'hui les voyageurs en France, citoyens français depuis des siècles, sont dans des situations de marginalité, de paupérisation très, très avancées, c'est aussi parce qu'il y a un moment de l'histoire où on les a complètement spoliés de leurs biens, de leur maigre patrimoine, mais aussi de leur activité, et que pendant toute cette période, et ben voilà, on les a mis en situation de famine, et que c'est pas étonnant qu'ils ne s'en soient pas relevés, puisque rien n'a été fait pour les indemniser, dédommager, réhabiliter et, après cette période. D'ailleurs, tu avais sélectionné un extrait. Je vous ai mis un lien dans le chat, bien sûr, sur l'article La reconnaissance du génocide des nomades frappe à la porte de l'Assemblée nationale. J'ai une question pour vous dans le chat. Combien de personnes déjà connaissaient cette date du 2 août? Parce que je vois, Karim B, que tu la cites dans ta question sur la journée de commémoration. Mais vous saviez qu'il y avait cette commémoration au niveau européen qui existait? Curiosité, voilà. Et pendant ce temps... Je cherche, ouais, non, hein, bon, moi non plus, hein, je fais pas la maline, hein, mais c'est bon, c'est dire aussi le niveau manque d'informations. Alors, je peux expliquer pourquoi oui. le 2 août, d'ailleurs. Le 2 août, c'est une nuit où, en fait, dans le Zigeunerlager, je crois, c'est Oui, le c'est ça. baraquement du camp d'Auschwitz-Birkenau où étaient gardées les personnes considérées comme tziganes. Il y a d'abord eu une révolte, il me semble, au mois de mai, et ensuite, une nuit d'août, il y a, il me semble, 3000 personnes qui ont été
qui ont été, je crois, gazés dans la nuit. Donc voilà, du coup, c'est une nuit assez symbolique. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Mais ce que j'ai pas dit, oui, aussi, c'est que le génocide tzigane, Rome, enfin l'Holocauste des Roms, voilà, c'est ce que reconnaît l'Europe, a fait entre 250 000 et 500 000 personnes tuées à l'échelle du continent européen. Et parce qu'on a un témoignage un peu plus haut dans le Mhm. chat de Likumi sur le négationnisme concernant ce génocide qui me dit, j'ai un collègue à la fac qui a eu le culot de dire à un responsable d'association que dire que les Roms avaient été déportés, c'était une façon de diminuer l'importance de la Shoah. C'est à l'occasion de la commémoration de la libération d'Auschwitz et j'en suis restée baba. Donc, Ouais. Bah, alors, ce qui est voilà, la concurrence mémorielle, ça donne jamais rien de bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, en Allemagne, c'est plus du tout un sujet. Et pour le coup, alors eux, à la fois, bon, en termes de responsabilité, ils se sont posé beaucoup de questions, mais aussi en termes de travail mémoriel, hein, surtout, voilà. Et dans les musées, dans les lieux de commémoration, la présence des populations roms est clairement affichée partout. Donc, il y a des pays où ça ne fait absolument pas débat. Je vous mets dans le chat, je vous ai mis le lien. Je peux basculer si vous voulez voir la capture d'écran en même temps. Donc, c'est une citation que tu as sélectionnée de Sandra Régol. Et député écolo, ouais. La France n'a pas fait son travail mémoriel, y compris du côté de la France libre. On manque encore d'outils pour objectiver ce qui s'est passé. On ne peut pas reconstruire sur une espèce d'amnésie. Martel, Sandra Régol. Balayant au passage l'idée d'une exception française qui voudrait que le génocide et les persécutions aient été seulement perpétrés par l'occupant allemand. C'était deux stratégies, la déportation et l'internement, mais la même finalité. Là, on appuie sur la responsabilité de la France, car ces camps étaient du côté de la France libre. Notre pays a en effet joué un rôle aujourd'hui largement documenté dans des événements liés au génocide, rôle qui trouve ses origines dans les différentes restrictions imposées aux populations désignées comme nomades dès 1912. À partir du décret du 6 avril 1940, des mesures telles que l'interdiction de circulation, l'assignation à résidence et l'internement ont été mises en place. Lit-on ainsi dans l'exposé des motifs préalables à la résolution. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi dans un de tes articles que même à la Libération, les voyageurs avaient été victimes de violences. Des images qu'on n'a jamais vues, qu'on ne nous a pas du tout appris. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, c'est dans une interview de Lise Foineau qu'elle en parle. Donc, je ne peux pas développer plus que ça. Alors, mais attends, en tout j'ai le cas, passage si tu veux qui est pas loin. ce que je qui vois. est sûr, voilà, c'est que à la Libération, et même pendant la guerre hein, aussi, il y avait le préjugé que les populations nomades n'étaient pas françaises, donc déjà premier préjugé faux, et que donc elles travaillaient forcément avec l'étranger, que c'était forcément des traîtres potentiels. Et donc ils ont été ciblés beaucoup par beaucoup de rétorsions populaires, alors que par ailleurs, on sait qu'il y avait énormément de voyageurs parmi les résistants, la résistance. Donc voilà, vous l'avez à l'image. Voilà, je vous l'ai mis. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris. Des enfants, des adolescents, des femmes, des hommes, manouches, gitans, sinti, niches et voyageurs sont exécutés sommairement. On a déjà des questions dans le chat. Par exemple, cette question de Karim B. Comment définir l'anti-tsiganisme et en quoi diffère-t-il d'autres formes de racisme ? Je ne sais pas s'il diffère, mais en tout cas, c'est visé par des attaques dénigrantes, tout ce qu'on peut imaginer des populations, parce qu'on préjuge qu'elles sont itinérantes ou liées à des collectifs itinérants, des origines de voyageurs. Et donc, en fait, c'est quand même un racisme qui est toujours extrêmement fort. Dans la dernière étude du CNCDH, donc le Comité national tu as le lien ouvert. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. Comité national. En gros, ça reste la communauté à l'égard de laquelle, enfin communauté préjugée, hein, à l'égard de laquelle les Français estiment que c'est la communauté la plus fermée. Alors, j'ai plus le terme exactement.
Alors, je vous lis l'introduction pendant que tu cherches. L'antiziganisme est le racisme spécifique contre les Roms, les Sinti, les Gitans, les voyageurs et autres personnes qui sont stigmatisées en tant que tziganes ou gens du voyage dans l'imaginaire public. Bien que le terme connaisse une reconnaissance institutionnelle toujours plus grande, il n'existe pas encore une compréhension commune de sa nature et de ses implications. Antiziganisme est souvent utilisé en un sens restreint pour désigner des comportements anti-roms ou l'expression de stéréotypes négatifs dans la sphère publique ou encore des discours haineux. Cependant, l'antiziganisme donne lieu à un spectre bien plus large d'expressions et de pratiques discriminatoires, y compris beaucoup de manifestations implicites ou latentes. L'antiziganisme n'est pas seulement lié à ce qui est dit, mais c'est aussi ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Pour reconnaître son réel impact, une compréhension plus précise du phénomène est cruciale. Oui, voilà. Alors j'ai trouvé c'est le baromètre racisme CNCDH. On en a parlé dans Mediapart pour un bilan plus large. Mais il y a un des aspects du baromètre qui est que la minorité perçue comme la moins intégrée est celle des Roms. Donc, c'est pris au sens large, en fait, que 59% des sondés perçoivent comme formant un groupe à part dans la société. Donc au sens négatif. Donc c'est très très loin. Donc aujourd'hui c'est 59%, ça baisse légèrement, c'est toujours ça qui est une bonne nouvelle. C'était à 69% des Français en 2019, je crois. Donc c'est très loin devant les musulmans, les Chinois, les Maghrébins, les Asiatiques, les Juifs, les Antillais. Clairement, la grande majorité des Français, 59%, pensent que c'est un groupe à part qui ne sont pas comme nous, entre guillemets. Donc vraiment, c'est un racisme très ancré et sur lequel on réfléchit pas beaucoup, en fait, aussi. C'est quand on pense à ce délai donc, de 80 ans pour reconnaître le génocide, alors que tu nous expliquais que ça avait été reconnu en Allemagne, qu'est-ce qui explique que ce déni soit si long en France ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bon, je suis pas spécialiste, mais que ce qui est difficile, c'est un peu toute l'histoire de la France avec, on était occupés, donc voilà. Alors ce que rappellent très bien les associations, les porteurs de la résolution, c'est qu'il y a beaucoup de camps d'internement qui étaient côté France libre. Donc c'est là où l'argument s'arrête. Mais voilà, il y a l'idée, il y a des historiens dans les années 90 notamment qui ont dit ouais, non, on peut pas parler de génocide, alors que la définition du terme génocide, en fait, elle est beaucoup plus large que il y a des camps d'extermination, donc il y a un génocide. En fait, il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte, notamment affamer des populations, les interner, voilà. Donc bon, je vais pas rentrer dans le sujet qui est hautement juridique et hautement sensible, et c'est normal, mais en tout cas, voilà, dans les années 90, selon les défenseurs de l'idée qu'il y a bien eu un génocide en France, il y a des historiens qui ont dit c'est une exception française, et donc ça a un peu contribué à ça. Et puis voilà, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'en 2017, on avait des carnets de circulation qui étaient les héritiers directs des carnets anthropométriques qui étaient utilisés pendant la guerre et avant. Et donc en fait, c'est une vraie histoire française. Donc, et en fait, c'est là où on peut faire le lien avec le titre de l'émission du soir, c'est que c'est un peu le déni de dire oui, en fait, c'est ultra violent ce qui s'est passé et la France a une dette envers ces populations qui explique comment on les traite aujourd'hui. Ouais. Et en fait, le lien de l'un à l'autre n'est pas si compliqué à faire, en fait, tant qu'on ne reconnaît pas qu'il y a eu des vrais dommages. On peut continuer à dire que c'est la faute des voyageurs s'ils font des occupations illicites et qui garent leur caravane n'importe où, on peut dire trivialement. Il y a Pogus et Ratus qui me disent que c'était le premier internement avant que les Allemands arrivent et la dernière libération en 1946. Absolument. J'en profite pour remonter un peu dans le chat. Il y a Fox Stance qui demande est-ce que c'est lié au fait que c'est une population qui est vue comme pauvre et rejetée comme tous les gens vivant à la rue, ou est-ce qu'il y a quand même une spécificité par rapport à la discrimination que pourrait vivre très différent. Je pense par exemple à l'extrême droite qui aime bien parler de CSDF français. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas du tout le même discours par rapport aux voyageurs.
Donc non, il y a vraiment je saurais pas comment le qualifier. Il y a quelque chose dans l'inconscient collectif, sans partir trop loin dans la psychanalyse, mais c'est le dernier des boucs émissaires, en toute situation, le nomade, enfin bon, voilà, je vais pas énumérer Mmh. toutes les expressions qu'on connaît de Romanichel à et cetera, et cetera, et cetera, mais c'est dans la ruralité autant que dans les villes. On pointe du doigt parce que leur mode de vie n'est pas comme nous, parce qu'ils sont itinérants, ils n'ont pas de vraie maison, ils vivent dans des roulottes. Enfin, ça part de là, hein, pour le dire très simplement. Et ensuite, c'est associé, on est voyageur, donc on est délinquant, on respecte pas la loi. Enfin voilà, c'est pas besoin de faire un dessin, je pense, en fait, on voit tous. Oui. D'ailleurs, on a un témoignage de Julie Cumy. Quand j'enseignais dans un collège du 93, j'ai pu constater que l'antiziganisme était le racisme le mieux partagé, y compris par mes élèves racisés. Ça m'a demandé beaucoup de travail, alors que mon but était de déconstruire le racisme et le sexisme, de Carmen de Mérimée. Oui, alors c'est vrai que dans le 93, il y a pas mal de communautés voyageuses, je crois. Et qu'en effet, l'école, c'est le lieu de l'intégration et souvent ça se passe très mal et à cause principalement de l'antiziganisme et ça explique, beaucoup, le fait qu'il y a un taux de scolarisation très, très, très bas, parmi, alors pas, pour, l'école élémentaire, mais en fait, sur le décrochage, très tôt. Enfin, sur l'école élémentaire, je crois qu'on est autour de 80 de scolarisation, ce qui est, très en dessous du reste de la population, mais qui reste entre guillemets «correct». C'est pas du tout correct, mais voilà. Mais parce que en fait, à la fois, si, les familles voyagent, évidemment, c'est difficile de retrouver une école à chaque fois, mais alors c'est difficile de retrouver une école à chaque fois parce que les municipalités, il y en a énormément qui ne sont pas du tout aidantes et qui, vont discriminer à l'inscription à l'école. Mais aussi parce que les enfants, les élèves, une fois qu'ils sont en classe, subissent énormément de racisme et du coup, construisent un dégoût de l'école, très rapidement. Puisqu'on est un peu dans l'état des lieux, est-ce que tu veux parler de ce rapport et donc des chiffres? Tu as commencé à parler sur l'éducation. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont très choquants aussi. Je pense à celui sur l'accès à la santé, l'espérance de vie. Enfin, c'est assez hallucinant. Je coupe une seule seconde. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en train de parler d'antiziganisme en présence de Lisa Castelli, qui est journaliste à Mediapart. Donc, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir le raid. Donc, on est en train de faire l'état des lieux, la situation actuelle, du niveau de discrimination et des chiffres assez choquants là, sur l'accès à la santé, l'accès à l'emploi et l'espérance de vie. Et je pense que le chiffre, vous l'avez jamais entendu. Oui, alors l'expérience de vie, tu as pris mes notes là-dessus. On est sur des chiffres complètement délirants. On n'imagine pas en fait, mais je pense, enfin voilà, c'est des chiffres qui expliquent aussi un racisme institutionnel et au-delà. On est pour les hommes qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, donc avec toutes les guillemets nécessaires à cette expression, l'espérance de vie est inférieure de 7,9 ans à celle des hommes en général en France. Et pour les femmes, c'est 10,9 ans d'espérance de vie en moins. Donc, alors ça, c'est des chiffres qui viennent d'une étude de l'Europe de 2019. Alors, ils sont à mettre en perspective. Il y a des associations qui disent qu'ils auraient pu être plus précis pour plein de raisons. Mais n'empêche que c'est les principaux dont on dispose. Et c'est vrai que j'ai entendu des associations parler de plus que ça. En tout cas, c'est ceux que j'ai trouvés, moi, de mon côté. C'est énorme, en fait. Enfin, voilà, je pense que ça se passe de commentaires, en fait. C'est une question paupérisation, une question d'accès aux soins quand on n'a pas de domicile institué, de domiciliation claire selon le mode de vie. Mais parfois aussi, on est sur des personnes qui sont tout à fait sédentaires, mais qui, pour un milliard de raisons, n'ont pas le même accès à la santé que nous. Et aussi sur le fait on en reparlera je pense, de la réalité des aires d'accueil dans lesquelles doivent s'installer les personnes qui vivent en caravane. C'est le seul lieu prévu pour vivre en caravane si on
nés de la catégorie administrative gens du voyage. Et donc, ces aires sont très souvent, ça William Hacker dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure, on parle beaucoup, sont très souvent coincés entre une usine, une déchetterie, une autoroute, un stade de motocross. Et bref, au niveau des pollutions, c'est catastrophique. Et il y a notamment une association à Hélène-Ronchin, à côté de Lille, je crois, qui a beaucoup parlé de ça. C'est un collectif, je crois, qui s'appelle les Femmes d'Hélène Ronchin. Hélène Ronchin, H-E-L-E-2-M-E-S, je crois. Et plus loin, Ronchin, R-O-N-C-H-I-N. Voilà, collectif des Femmes d'Hélène, qui ont une super action pour médiatiser leurs difficultés, tout ça, mais en fait, c'est des conséquences dramatiques. Et donc voilà, sur l'espérance de vie, ça s'explique entre autres par ça, mais par plein d'autres paramètres. Je vous ai mis le lien. J'ai pas trouvé le lien du site du collectif, mais en tout cas vers un entretien sur le Cairn. Alors attends. Non, pardon, je reviens en mode caméra. Niathan, ce qui demande quid du traitement médiatique. J'ai l'impression que les contenus proposés par les médias sont très caricaturaux. Les mariages grandioses des gitans, la télépolice sur les Roms. C'est sûr que ça construit aussi, ça continue en tout cas à construire cet imaginaire. Ah bah oui, c'est catastrophique, ouais. Oui, bah en fait, alors on a à la fois des chaînes qui font limite la moitié de leur contenu sur des documentaires sensationnalistes sur des mariages, des aspects qui sont censés être culturels et partagés par tous les voyageurs, ce qui fait un peu hurler d'autres voyageurs. Bon, voilà, après, il y a des choses qui existent, hein. C'est super en soi, mais on sait très bien pourquoi ces documentaires ils font florès aussi, hein. C'est plus, c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas pour l'amour de la culture, c'est plus souvent pour entretenir des préjugés, entretenir des clichés. En tout cas, c'est comme ça que c'est reçu. Alors, un grand classique aussi, c'est bah, tout simplement, en fait, ça, dans la presse quotidienne régionale, c'est un énorme classique. C'est un terrain est occupé par des gens du voyage, les riverains sont excédés. Ça, c'est vraiment, mais c'est du quotidien et avec des traitements. J'ai beaucoup de respect pour la presse quotidienne régionale, mais alors sur ce sujet-là, il y a rarement des articles qui se distinguent par leur humanité, on va dire. Et du coup, voilà, des articles qui, en général, ne laissent aucune parole aux concernés et qui souvent ne posent pas la question de pourquoi est-ce que les gens s'installent sur des terrains illicites, alors que, en fait, la loi devrait leur prévoir, enfin, la loi prévoit qu'ils puissent avoir accès à des terrains désignés qui n'existent pas, puisque en France, seulement 12 départements tiennent leurs obligations en termes de places d'accueil dans les aires d'accueil de gens du voyage. Donc ouais, presse quotidienne régionale, on a le grand classique du terrain occupé. Et puis, je sais pas, on peut parler aussi de l'affaire Kenji Girac. Alors, on oui. peut parler sous plein d'aspects. Il y a absolument l'aspect féministe, clairement. Est-ce que c'est qu'il avait fait, donc le chanteur qui s'était tiré une balle en plein thorax, hein, il me semble, qui a survécu en présence de sa compagne. Donc bon, clairement, ça ressemble à des violences sexistes et sexuelles. Au demeurant, ce qui a beaucoup retenu la presse, et là pour le coup la télé, etc., c'était le fait que Kenji Girac était en voyageur, le revendique un mode de vie en caravane, je crois à la moitié de l'année, il me semble me souvenir. Et en fait, c'est là-dessus que se sont concentrés les traitements médiatiques, à la fois sur chez les voyageurs, il y a des armes qui circulent partout, chez les voyageurs, c'est comme ci, c'est comme ça, et avec notamment, je ne veux pas citer parce que moi, j'ai pas travaillé là-dessus, mais une émission de télé qui s'est rendue sur une aire d'accueil où il y a plein d'autres vrais problèmes d'accès à un mode de vie digne pour leur, en fait, décrire le mode de vie des gens du voyage en lien avec l'affaire Kenji Girac. Enfin, le traitement, il y a l'association, la NGVC, qui a travaillé sur la question
l'Association nationale des gens du voyage, je sais plus l'acronyme, désolée, toutes mes excuses pour ça, mais qui a commencé à travailler sur le traitement médiatique de cette affaire aussi, il me semble, ou en tout cas le traitement médiatique général, et à cette occasion, on parlait du traitement de l'affaire Kenji Girac. Et c'était catastrophique, en fait, c'était affreux. Poggi Siratus nous dit il y a aussi dans les médias un amalgame entre des populations qui n'ont presque rien à voir, par exemple entre gitans et yéniches avec Christophe Dettini. Je ne sais pas comment prononcer son nom à Christophe. Je ne sais plus non plus, mais en tout cas, c'était une figure gilet jaune, Tout à fait. je ne me trompe pas. Oui, alors ça, on en parlait au tout début. En fait, en effet, c'est des populations qui n'ont rien à voir, avec des histoires différentes, des modes de vie différents. Il y a des sédentaires, des pas sédentaires, des voyageurs un peu, voyageurs beaucoup. Bon, voilà. Et donc, en effet, ça fait partie de l'antiziganisme, en fait, l'amalgame entre eux, parce que tu peux être accordé d'une façon ou d'une autre à une culture rome, tu corresponds au cliché. Et je crois d'ailleurs, je relisais dans le bouquin de William Hacker, le fait que Christophe Détinger, je sais plus comment on dit, c'est Emmanuel Macron qui avait dit de lui, il ne s'exprime pas comme un gitan. Bon, voilà, je crois que Qu'est-ce qu'on fait de ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, alors en fait, on parle, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les estimations pour le nombre de voyageurs en France, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes. En fait, évidemment qu'il y a toute une diversité folle. Il y avait une question, mais je l'ai perdue. Stan 822 dans le chat, jeté à l'œil. Les messages, ils sont assez fous pour... j'ai du mal à savoir de quel côté elle va tomber la pièce, mais au moindre dérapage raciste, c'est le ban. Sinon... Donc, il y a eu plusieurs personnes qui redemandaient le choix de la terminologie. Je vous ai mis un petit texte, parce que Lisa, on a vraiment parlé au début du stream sur que c'est encore le mieux de demander aux intéressés comment ils veulent être nommés. Ah oui, c'était cette question de Cry Me River, Darling. On arrive à quantifier les actes d'antiziganisme en France? Il y a un recensement? Alors non, j'ai pas trouvé, j'ai peut-être pas assez cherché, mais voilà, le chiffre le plus éloquent que j'ai trouvé à ce stade, c'est celui dont on a parlé il y a quelques minutes, des 59% de la population française qui estiment que les Roms sont à part. Okay. Et ils sont une communauté qui vit trop à part. Quels travaux de chercheurs comme Lise Foineau, anthropologue au CNRS, peuvent éclairer le travail journalistique sur ces questions? Merci Karim, c'était aussi dans les questions que je m'étais données, parce que comme on voit que les institutions, en tout cas françaises, ne reconnaissent pas, au-delà du génocide, les discriminations, etc. Donc quel est le rôle finalement des chercheurs, chercheuses, des associations? Tout à l'heure, je crois que c'est Karim B aussi, qui a parlé du collectif ZOR. En fait, c'est un rôle essentiel, parce que dans la mesure où en fait, ce débat dans la sphère politique n'existe quasiment pas. On n'a jamais vu de parti politique mettre dans son programme quoi que ce soit qui concerne les gens du voyage, pour parler de la catégorie administrative seulement. Donc, défendre le droit à un droit au logement digne et à l'accueil digne pour les gens du voyage. Moi, je ne l'ai jamais vu dans un programme politique. J'espère me tromper. Mais donc, en fait, voilà, ce débat vit seulement... Alors, c'est là où la proposition de résolution pour une journée commémorielle est portée par des partis politiques, et ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est récent. Mais heureusement, en fait, qu'il y a à la fois un monde associatif solide et je trouve assez vivant ces derniers mois, notamment, j'ai l'impression. Pour le suivre depuis quelques années, j'ai l'impression que quand même ces derniers mois, il y a notamment une nouvelle génération qui veut aller plus fort dans la revendication, en commençant par la reconnaissance du génocide. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est la jeune génération qui dit, nous, notre premier combat, c'est de faire reconnaître que nos ancêtres, ils ont souffert. Et voilà. Donc il y a le collectif ZOR notamment, avec Richie Thibault, j'ai vu quelqu'un en parler. Oui, tout à fait, valeur anarchiste. Avec Anina Chiuchiu. Je vois aussi des noms d'assauts dans le chat, et tout à fait, je crois que, Voix des Roms, d'Assovas, en effet, des luttes qui restent peu visibilisées.
Mais voilà, il y a une petite émulation, j'ai l'impression, purement subjectivement. Et puis, donc pour revenir aux chercheurs, chercheuses, c'est vrai que Lise Foineau, on a fait son interview au mois de mai, pour le 8 mai, est très en pointe sur ces questions-là, les questions historiques. Elle a un travail d'anthropologue aussi. Une bonne façon pour trouver d'autres noms de chercheurs, parce qu'il y en a plein, notamment, enfin, il y en a plein, pas autant qu'il faudrait, mais sur les questions historiques, il y a quand même plusieurs travaux différents. Justement, Lise Foineau, elle porte un projet qui s'appelle Nomade, qui est avec le CNRS, où en fait, elle a mis en ligne une collecte de noms des personnes internées de 39 à 46, voilà, vous le voyez à l'écran. Et donc, à ce stade, il y a 6000 noms qui ont été collectés, et avec la liste des camps d'internement en France. Donc c'est un super travail, et c'est le fruit, c'est son initiative, mais ça part aussi d'un travail de collecte qui avait été démarré avec beaucoup d'autres chercheurs. Il y a notamment, je crois, Ilsen About. En gros, il y a la liste sur ce site, sur le site Nomade, Mur des Nomades, là, qui est en train de s'afficher. Et en fait, voilà, il y a plein de pistes de recherche, parce que tous ces gens ont écrit pas mal d'articles aussi. Donc c'est beaucoup sur l'aspect historique, mais questions anthropologiques aussi, évidemment, sur pas seulement le mode de vie, mais aussi l'accès aux droits, l'accès à la santé, etc. C'est pas suffisant, mais on peut trouver des ressources quand on les cherche. Je vous fais défiler le nom des camps, et je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait autant de camps. Il y en a peut-être d'ailleurs qui étaient près de chez vous et que vous l'ignoriez. Donc voilà un exemple, par exemple, du camp de Rennes. La liste, vous pouvez participer d'ailleurs si vous avez connaissance de personnes qui ont été internées dans ces camps. Il y a un onglet participer. D'ailleurs, il y avait un billet dans le club de Mediapart pour l'annoncer, que je peux aussi vous mettre dans le... Oui, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le club de Mediapart, qui se passe à ce sujet-là, beaucoup de gens à suivre, et ça c'est super aussi, c'est un vrai espace par rapport à ces questions-là. Hop. Alors, on avait eu un petit moment dans le chat de débordement. J'ai laissé le bénéfice du doute à quelqu'un qui venait pour la première fois, puis le doute a été levé, donc la personne a été bannie. Et je reviens donc sur il y a plusieurs questions intéressantes de Reisenberg que j'avais mis de côté. Alors déjà, une remarque de Salvagraph: il y a un énorme problème aussi de nomination de lieux où s'installent les Roms ou autres voyageurs en parlant des camps de Rome, alors qu'on aurait plutôt dire des bidonvilles, puisque ça rappelle le manquement de prise en charge de ces personnes. Très bien, tout est dit. Oui, on a des fois aussi plein de messages super intéressants dans le chat, des témoignages ou quoi. Donc, il n'y a pas que les questions, bien sûr, qui sont intéressantes. Tout à fait, ça fait partie. L'association, la NGVC, travaille, il me semble, à faire un kit média. Je ne sais plus s'ils l'ont fait ou pas encore, désolée. Et c'est des recommandations toutes simples comme ça. Évidemment que quand ça ramène au camp d'internement. Or, quand on parle de campements installés par des Roms, souvent de leur plein gré, c'est pas la même chose. Par contre, quand on dit bidonville, on désigne exactement la même chose, mais on rappelle que s'il y a des bidonvilles, c'est la responsabilité de l'État. Par rapport au recensement tout à l'heure de l'antiziganisme, il y a Erzia qui demande: est-ce qu'elle témoigne, rapporte la violence qu'ils subissent? Je crains qu'ils soient mal reçus par les autorités. C'est vrai qu'on imagine aussi que ça doit être compliqué d'aller au commissariat. Ouais, c'est dans le rapport européen là, que tu avais affiché tout à l'heure. Celui-ci. Ouais, je crois, je sais plus où exactement, mais en gros, ils disent discrimination et connaissance des droits. En gros, très peu de personnes iront déposer plainte. Ah oui, seulement la moitié de la population française s'en tirait très mal à l'aise. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Alors attends, où est-ce qu'ils sont les plaintes? En France, seulement 47% des gens du voyage ont connaissance de l'existence des lois contre la discrimination. Ils sont encore moins nombreux à connaître, par exemple, l'existence du défenseur des droits.
La plupart des gens du voyage qui ont été victimes de discrimination ne l'ont pas signalé aux autorités. Au cours des 5 dernières années, seuls 14% d'entre eux ont signalé un cas de discrimination ou déposé une plainte. Oui, j'ai bugué par la moitié de la population française se sentirait très mal à l'aise à l'idée d'avoir des Roms comme voisins. Rien que ça, déjà. Oui, voilà, c'est un autre chiffre sur l'antiziganisme. Oui. Alors, je reprends un peu le chat. Donc, ouais, merci pour cette question, Erzias. Et oui, voilà, Heisenberg, elle, les filles, a tout de même des soutiens publics vis-à-vis des voyageurs et aussi une proposition de la loi pour reconnaître l'extermination des communautés durant la Seconde Guerre mondiale, c'est mieux que rien. Et d'ailleurs, on avait une question un peu plus de Karim B sur cette proposition dont tu as parlé, sur la reconnaissance du génocide il y a très peu de jours. Est-ce qu'il y a déjà du nouveau? C'est trop tôt pour savoir? Non, c'est beaucoup trop tôt, notamment parce que ils espéraient, donc en effet, c'est porté par LFI, les Verts et le Parti socialiste. Et ils ont récupéré des signatures de un peu tous les partis, alors seulement non, pas du RN, mais une personne de LR dont ils étaient très fiers, mais des gens au centre aussi, mais il n'y a pas de calendrier exact. Ils espéraient pouvoir le faire examiner avant la fin de l'année parce que ça marque la commémoration de la capitulation de 45, mais ça ne pourra pas à cause des débats budgétaires bousculés. Et donc, ils espèrent éventuellement, s'ils arrivent à le mettre à l'agenda de la journée transpartisane de janvier, le faire examiner en janvier. Salvagraph, a-t-on eu des retours concernant les voyageurs qui étaient proches de Lubrizol à Rouen et qui n'avaient pas été pris en charge par la commune à l'époque? Est-ce que toi aussi tu parles du podcast LSD où il y avait des témoignages où on disait en effet aux gens juste restez dans votre logement de fortune et attendez que ça passe? Ça a été Lubrizol, ça a été un moment assez important parce que premier réflexe médiatique racontait qu'il y a une usine qui brûle, il me semble, ou qui explose, je ne sais plus exactement. Et puis dans les jours qui ont suivi, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient sous cette usine, enfin vraiment à côté, quoi, donc sous les fumées, sous les gaz, et que ils ont été, je connais très mal le dossier, mais ils ont été complètement oubliés, à la fois dans la prévention en amont d'un potentiel accident et dans la gestion des secours. Est-ce qu'on a des nouvelles? Oui, alors il me semble que nos camarades et partenaires du journal Le Poulpe sont revenus sur place à un moment. Je ne sais pas s'ils sont revenus récemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les habitants de cette aire d'accueil continuent à donner leurs nouvelles, à se mobiliser à chaque fois que nécessaire, il me semble. Je regarde un peu si je vois. Mais t'as mis Lubrizol? J'ai mis Rouen. Ouais, mais Lubrizol parce que. Mais, Mediapart. 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 À qui appartient votre journal? Merci beaucoup pour le Red Star Espace. Pardon, j'ai perdu ma voix. On monte Sarko, pas littéralement, j'espère. Donc là, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est en train de parler d'anti-tsiganisme. Et je ne sais plus qui nous demandait. Dans le chat, c'était Karim B qui nous demandait quid des personnes donc, qui ont subi de plein fouet les pollutions lors de l'incendie de l'usine à Lubrizol, puisque les camps pour les personnes itinérantes étaient vraiment... l'aire d'accueil. L'aire d'accueil, pardon, ouais. L'aire d'accueil, puisque c'est un dispositif légal fourni par l'État. Mais d'ailleurs, c'était aussi une des questions que je voulais poser au chat. Est-ce que vous avez déjà vu une aire d'accueil près de chez vous et dans quel état elle était? Est-ce qu'elle était accueillante? Quels étaient un peu les dispositifs qui étaient mis à la disposition des gens sur place? Alors, il y a une blague que disent souvent les voyageurs. C'est pour trouver l'aire d'accueil dans une ville, tu arrives et tu cherches la déchetterie. Et elle sera souvent placée à côté. Voilà. C'est une blague et à la fois c'est vrai. C'est très triste, oui, voilà. Mais c'est très vrai. Donc en général, justement, on peut vivre dans une ville et ignorer qu'il y a une aire, puisqu'en général, elles sont bien planquées. Je me souviens à La Ciotat, notamment, il y avait un projet de les mettre dans une carrière
à 2 kilomètres du premier arrêt de bus. Donc c'était super pour, comme accueillir les gens dans une carrière évidemment polluée, totalement inhabitable au milieu de la garrigue et et Ouais. pendant 2 ans, la métropole nous avait fait croire que si on allait faire une aire, c'était un super endroit. En plus, elle a jamais vu le jour, donc ça va. Bingo. Alors un grand débat dans le chat, le racisme, là on va vraiment venir sur le racisme, bêtise, phobie. Je penche plutôt pour la personne qui explique que c'est systémique et que ça sert en effet à un système capitaliste. Oui. Mais parce que ça reste un peu classiste de dire que si on n'a pas eu l'éducation qui va avec, ça voudrait dire que tous les gens qui ont fait des études ne sont pas racistes. Oui, c'est ça. Ça voudrait dire que nos élites sont super dans la tolérance vu qu'elles ont fait tellement d'études. Tout à fait, alors qu'on a peut-être beaucoup d'exemples. Est-ce que tu veux nous parler de ton reportage à Denain sur le non-racisme de nos élites? Je suis éduquée. Je ne sais pas si on peut parler d'élite. Donc un reportage que j'ai fait en début septembre dernier, un mois et demi, 2 mois, à Denain, à côté de Valenciennes. Et en fait, là, donc, on est parti un peu d'une histoire. C'est une histoire à part. Hein, c'est une histoire qui peut d'ailleurs être facilement qualifiée de fait divers en soi. Enfin, c'est une histoire tragique d'abord. C'est le petit Mylon qui avait 4 ans et demi, que ses parents ont confié à des amis pour aller à la piscine municipale de la commune voisine, qui était donc Denain. Et en fait, 20 minutes après les dernières photos envoyées aux parents, le corps de Mylon, 4 ans et demi, a été retrouvé dans la piscine. Accident tragique, forcément il y a une enquête pour savoir où sont les responsabilités sur la surveillance, pas la surveillance, les amis qui s'occupaient de lui, etc. Bon, ça vraiment, il y a une enquête qui est toujours en cours. J'ai regardé, il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Moi, quand j'ai fait mon article, le parquet n'a pas voulu commenter. Donc vraiment, je peux rien affirmer sur les raisons du drame et je m'en garderai absolument. C'est juste un drame, en fait. Et sauf qu'en fait, malheureusement pour la famille qui appartient donc qui est une famille de voyageurs, qui est d'ailleurs non itinérante, mais en tout cas qui se revendique, qui se vit comme voyageuse. En fait, Denain, c'est une ville où il y a une mère qui est en bataille contre les gens du voyage et qui l'assume. Alors, elle revendique, elle est socialiste, hein, elle revendique qu'elle est en règle au niveau des aires d'accueil. Mais derrière, du coup, elle se sent autorisée, on peut le dire comme ça, à faire notamment en 2024, elle avait fait une vidéo pour dire aux citoyens de signaler dès qu'ils voyaient des gens du voyage et leur caravane arriver sur le terrain de la commune, n'hésitez pas à nous contacter tout de suite. Donc ça pour lutter contre les occupations illicites qui sont un enfer pour les riverains, pour les communes. Voilà, ce qui est quelque chose qui peut être partiellement vrai, mais qui est souvent exagéré aussi. Et elle expliquait dans la même vidéo comment elle avait dépensé, je crois, 600 000 €, ce qui est quand même beaucoup pour une petite commune. Pour un nombre de dispositifs incroyables pour empêcher toute caravane de s'approcher d'un parking de la commune. Bref, en fait, voilà, c'était une vidéo assez folle de violence. Qui n'était peut-être pas raciste dans ses termes, mais en tout cas qui a été perçue comme extrêmement violente par les premiers concernés, qui sont pourtant très présents dans cette région et investis et qui se considèrent assez intégrés. Et donc en 2024, il y avait déjà eu des manifestations qui ont été très contenues. Ils n'ont pas eu le droit de défiler dans la ville parce qu'on avait peur de la casse. Donc pour une marche blanche, donc. Donc là, on était juste sur la réaction à la vidéo. Okay. Et donc en fait, quand Mylon se noie, on est 11 mois après la vidéo. Et donc, en fait, dès qu'il y a un premier rassemblement le soir devant la piscine de voyageurs pour pleurer, en fait, une veillée de deuil, hein, tout simplement, le soir de la mort, avec les parents qui sont dans un état de détresse énorme, déjà, on commence par envoyer la police très vite. Bon, il se passe rien, il n'y a aucun incident qui est finalement... Enfin voilà, les forces de l'ordre n'ont pas à intervenir, donc au final, bon...
Peut-être qu'ils ont eu peur, mais tout s'est très bien passé, autant que ça pouvait en tout cas. Et ensuite après, dans les jours qui ont suivi, la mère de Denain n'a pas arrêté de faire des posts sur les réseaux sociaux pour dire penser à la famille, mais aussi appel au calme. Il ne faut pas discuter, chercher des responsabilités et attiser les tensions. Enfin voilà, je paraphrase. Mais en tout cas, voilà, je le raconte plus précisément dans l'article, mais en tout cas en fait, des prises de position qui à la fois en écho à ces propos de quelques mois plus tôt sont blessants pour les voyageurs et qui, par ailleurs, on a du mal à imaginer que ça arriverait pour quelqu'un issu d'une autre culture ou d'une autre communauté, que si un enfant se noie dans la piscine municipale, le premier réflexe, c'est d'appeler au calme. Enfin, moi, si j'avais un proche qui décédait dans un équipement municipal et que la mairie appelait au calme, je ne comprendrais pas, en fait. Et c'était exactement ça que racontait l'article. C'était à la fois que la famille, dans son deuil et dans sa douleur, se retrouvait à gérer ça, se retrouver par ailleurs à se dire est-ce qu'on peut avoir confiance en la justice à ce niveau-là? Est-ce qu'on va être pris au sérieux parce qu'on est voyageur? Et en plus, sur les réseaux sociaux, c'était un déferlement de haine et c'est là où on peut poser toutes les questions. Mais qu'est-ce que c'est l'antitiganisme? Je suis pas sûre. Alors là, vraiment, des exemples. aller sur Facebook, c'est très simple. Hein, n'importe quelle publication qui comporte Gens du voyage et l'occasion d'un florilège pas toujours très bien modéré par les médias. Voilà, mais en gros, oui, notamment des commentaires. Ah bon, vous fermez la piscine pour un gitan? Est-ce que vous allez changer l'eau? Bref. Oui, donc c'est quand même des gens, ils voient l'annonce mort d'un enfant et leur premier réflexe, c'est dommage pour eux, ça fera moins d'alloc. Oui, voilà. Voilà, enfin bon, je vais même pas préciser que souvent les voyageurs ne touchent pas d'alloc, en tout cas pas d'APL, vu qu'ils n'ont pas de logement reconnu comme tel. Mais bref, non, mais en fait, voilà, c'est odieux et dans ces moments-là, il n'y a pas de doute sur est-ce que l'antiziganisme existe. Hein, voilà, et donc il se retrouvait avec ces trois aspects. Donc déjà, on a perdu son enfant dans une piscine. On doit se cogner tous les commentaires sur les réseaux sociaux. On a une mère qui appelle au calme 3 fois par jour, quasiment, j'exagère, mais qui hurle aux manipulations politiciennes, tout ça, alors que eux, ils sont même pas de la commune en question, donc voilà. Et tout simplement, en fait, enfin, bref, l'article raconte tout ça, et en plus, ils se disent, on n'est pas forcément très à l'aise avec la police, qu'on voit plutôt pour les expulsions en général. Ils n'ont pas eu beaucoup de nouvelles du parquet les premiers jours aussi, donc ils se demandaient est-ce qu'on va être discriminé pour ça aussi. Donc voilà ce que racontait cette histoire qui est assez une bonne allégorie. Je vous envoie le lien dans le chat. Je remonte parce qu'il y avait un peu des témoignages sur la vie aussi en van, donc en véhicule. Donc déjà, il y a Catwald qui dit « Quand j'étais enfant, il y avait une aire d'accueil entre un cimetière et un terrain vague, ce qui était déjà pas chouette. Aujourd'hui, c'est un parking avec des plots anti-caravane et il n'y a plus d'aire d'accueil dans le coin. » Il y a également Stardust Air Espace qui nous disait je vis dans un van, c'est fou comme la répression est montée depuis la fin du Covid et même quand on est avec un seul véhicule. Et il a complété un peu plus bas. Je me fais rarement visiter par les flics, mais par contre, c'est de plus en plus difficile de stationner avec les plots, les barres de hauteur, etc. Déjà que socialement, c'est mal perçu de vivre dans un van, en mode c'est sale, c'est pas simple. Oui, et par ailleurs, je ne sais pas si Stardust Airspace fait partie de la catégorie administrative des gens du voyage, mais du coup, si ce n'est pas le cas, il a plus de possibilités de stationner que une personne appartenant à la catégorie des gens du voyage, puisque le seul endroit légal pour stationner dans l'absolu, c'est des aires d'accueil. Voilà. Et si on n'est pas gens du voyage, on ne peut pas y stationner. Et si on est gens du voyage et qu'on souhaite stationner ailleurs, c'est très, très, très compliqué. Dans ma ville, l'air est loin de tout. Il n'y a aucun arrêt de bus à moins d'1 kilomètre. C'est près de l'autoroute. Comment avoir envie de s'installer là ? C'est le cas aussi, a priori, de plus en plus, elles sont boudées. Et déjà, elles ne sont pas assez nombreuses, ces aires, donc elles sont... elles sont pas entretenues, elles sont souvent insalubres, etc.
Et par ailleurs, voilà, parfois, ça arrive aussi qu'il n'y ait plus personne dedans. Quand bien même elles sont pas assez nombreuses, en fait, plus personne ne veut y aller, sauf cas particulier. Stardust Air Espace a complété. Je suis officiellement SDF. En fait, je suis logée CCAS, mais j'ai un seul parking où je suis déclarée pour y être. Voilà, donc c'est une situation encore différente parce que les familles gens du voyage doivent aller seulement sur les aires. En K26, ça ressemble pas mal à des ghettos. Il y a eu plusieurs questions justement sur les aires d'accueil. Quelle est l'obligation des municipalités ? Qu'est-ce que les municipalités risquent si elles ne les respectent pas ? Et qu'est-ce que les personnes, voyageurs et voyageuses, risquent à se garer ailleurs, à s'installer ailleurs, en fait. Bon, vraiment, si tu peux nous faire un peu le b.a.-ba de l'aire d'accueil. Alors, je vais essayer de... Qu'est-ce qu'une aire d'accueil ? J'ai pas absolument toutes les réponses, mais une aire d'accueil. Donc, depuis la loi Besson de 2000, merci, mon anti-sèche. Depuis la loi Besson de 2000, toutes les communes de plus de 5000 habitants doivent avoir une aire d'accueil. Progressivement, ça s'est organisé au niveau départemental et les intercommunalités ont aussi la possibilité de récupérer ça. Donc parfois, il y a 3 communes qui s'associent pour avoir une aire d'accueil. Donc il y a un quota de places par commune et donc si, je dis vraiment au pif, si une commune par rapport à sa taille doit avoir 6 places, une autre 8, voilà, ils additionnent et ils font une aire de cette taille. Ça, c'est dans les cas où ça se passe bien. Comme je le disais tout à l'heure, il y a seulement 12 départements en France qui remplissent leurs objectifs. Donc voilà, c'est risible. Et donc en fait, c'est l'endroit destiné aux voyageurs par l'État. C'est-à-dire que c'est l'endroit où ils sont assurés qu'ils peuvent s'installer. Alors, il y a des codes, hein, il y a des règlements, on paye les fluides, souvent à des tarifs complètement délirants par rapport à fluide, l'électricité et l'eau. Le gaz, non, je pense pas. Mais voilà, on paye à des tarifs prohibitifs. Parfois, on ne peut rester qu'une certaine durée. Donc, pour scolariser les enfants, c'est génial parce qu'on va vous dire, ah bah non, ici c'est 3 mois maximum. Ah oui, bon, bah, c'est dommage, l'année scolaire, enfin voilà, ce sera 3 semaines avant la fin de l'année scolaire. Ouais, bah non, enfin bon. C'est un peu, chaque aire a son règlement. Donc il y a cet aspect-là. Après, évidemment, on peut installer une caravane si on a un terrain privé. Sauf que installer une caravane, c'est plus compliqué que d'installer un mobil-home, une yourte. Voilà, je m'étais noté. Voilà, les normes qui s'appliquent ne sont pas les mêmes que celles pour les caravanes de loisirs ou les yourtes. Donc voilà, et notamment souvent ce qui arrive, et à Denain c'est arrivé, des familles s'organisent pour s'acheter un terrain en commun. Elles installent des caravanes dessus et on a la municipalité qui intervient parce que le terrain n'est pas indiqué, c'est un terrain agricole. En gros, voilà, le commun des mortels qui installe une yourte sur son terrain, il y a des autorisations à demander, mais en général, elles sont accordées. Et par contre, si des familles achètent ensemble un terrain, mais font des aménagements pour leur caravane. Enfin, bon, là, j'improvise un peu trop, je ne suis pas juriste, je m'excuse totalement de l'imprécision, mais c'est très compliqué en fait de stationner même sur des terrains privés et sur des parkings. Là, c'est carrément interdit. Et donc, et on les connaît, justement, on en parlait tout à l'heure dans la PQR, les stationnements illicites sur des terrains de foot, sur des parkings, etc. Et ça, c'est puni de très belles amendes. C'est 7 500 € d'amende, plus, j'ai noté 1 an de prison pour stationnement illégal. Voilà, sauf qu'en fait, évidemment, ça se mord la queue vu qu'il y a des terrains légaux quasiment nulle part. Donc c'est en fait, c'est des lois, les associations dénoncent ça, que toutes les lois et les moyens mis à disposition poussent les gens vers la sédentarité. Ça, c'est une vraie problématique de fond, c'est que les voyageurs sont à peu près au clair sur le fait que ce que veut l'État, c'est qu'ils se sédentarisent parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de gérer les gens et leurs droits, etc.
et que faire autrement, c'est trop compliqué. Donc voilà. Donc il y avait la question des sanctions, Qu'est-ce que les communes, pardon, en effet, risquent si elles risques. n'installent pas les... Alors, je sais plus si elles ont des sanctions. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un peu un win-win. La loi a été pensée comme ça. C'est-à-dire que si on est dans les règles pour son aire d'accueil, on a plus de droits pour expulser les occupations illicites. Voilà. Donc, et c'est pour ça que quand il y a des communes qui demandent l'expulsion d'occupations illicites, c'est là où c'est vertueux aussi quand même dans un sens. Le préfet peut dire vous n'êtes pas en règle sur l'aire, donc du coup, je ne vous donne pas le concours de la force publique. En général, c'est ça. D'accord. Ouais, dans le chat, on fait Radius nous dit de la prison pour du stationnement. C'est vrai que c'est... Alors, je vais vérifier là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on avait justement parlé en printemps dernier d'une proposition de loi portée par LR. Elle est là. Voilà, où justement l'idée c'était, j'ai noté précisément, c'était pour occupation illicite d'un terrain et c'était en effet puni par de la prison. Il proposait. Ah non, pardon, je ne vous ai pas envoyé le bon lien. C'était un nouvel arsenal juridique. Encore un vocabulaire bien martial. Et donc, l'occupation illicite sans titre, donc en gros le squat d'un terrain, était qualifiée de dégradation du bien d'autrui ou de détérioration. Et donc, c'est passible de 75 000 € d'amende. Donc, autant vous dire que pour une famille de voyageurs, c'est la ruine assurée. Et de 5 ans de prison. C'était ça la proposition de loi qui n'est pas passée finalement, mais Bruno Retailleau était très favorable. Pourtant, oui, il avait vraiment envie. Il soutenait à fond et le député qui portait cette proposition de loi a promis qu'il allait continuer à lutter pour que ça puisse arriver. Et donc sur l'amende, je vais vérifier, mais je suis quasiment sûre. Je peux chercher, mais je voulais arriver aussi sur le préjudice écologique. Est-ce que tu veux nous parler donc de cette nouveauté pour... Alors, pour sanctionner les voyageurs. C'était dans cette proposition de loi donc, qui n'a pas été votée. Peut-être que c'est quelque chose qui va disparaître complètement. Mais il y avait une petite tentative dans cette proposition de loi de pouvoir aussi poursuivre les voyageurs si, lors d'une occupation illicite, donc d'un terrain, un parking, je crois que il me semble que le député parlait de locaux d'une ancienne usine, par exemple, choses comme ça. Et si l'environnement alentour était dégradé par l'occupation, eh bien, on pouvait en plus ajouter un préjudice écologique dans les poursuites des voyageurs. Ce que les associations rappelaient, ce qui est quand même d'un cynisme terrible, puisque en fait, le préjudice écologique, les voyageurs le vivent tous les jours en vivant sur des aires d'accueil entre une usine, une autoroute et que sais-je. Une déchetterie, t'as oublié. Oui. Du coup, je crois que c'était... Oui, j'ai cherché donc le rappel de la réglementation. Ouais. Mais qui ne dit pas les sanctions pour les communes. Ouais. Moi, donc je continue à regarder. J'ai vraiment vérifié il y a 2 jours. Donc, hop. La peine de prison, ça fait toujours délirer, mais c'est pas du tout le bon mot, pardon. Mais je suis... Déjà, rien que ça, depuis le 2007, le préfet, pour procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, après une mise en demeure sans passer par le juge des référés du tribunal, comme la procédure l'exige auparavant, il y a quand même une simplification de plus en plus pour expulser les gens. Pour les communes qui ont, c'est pour les communes qui ont leur aire, qui sont en règle en termes d'aire d'accueil, il me semble. Mais oui, c'est ça, il y a tout un sujet aussi très vaste sur le statut de la caravane
je maîtrise pas très très bien. Encore une fois, je l'ai dit au début, je suis journaliste, je suis pas juriste. J'écris des articles sur des sujets précis, mais j'ai pas l'arsenal juridique en tête. Mais le statut de la caravane, il est compliqué, notamment dans la proposition de loi Albertini. On pouvait saisir un van, un camion s'il était un camion aménagé, donc un lieu de vie en fait. Et jusqu'ici, on peut pas saisir une caravane pour le coup. Et là, c'était un premier pas pour quelqu'un qui dort dans son camion et qui participe à une occupation illicite. On aurait pu saisir les véhicules et même les véhicules aménagés. Donc en fait, on vous Le voilà, logement des on vous gens. prive de votre logement, mais c'est pas du tout encadré comme une expulsion locative normale, quoi. Et voilà, le statut de la caravane, c'est aussi un sujet super épineux puisque c'est pas considéré comme un habitat. Donc pas comme un logement, donc on n'a pas le droit aux APL. Pour le faire assurer, de ce qu'on me disait, il y a une seule compagnie d'assurance qui le fait. Et ça doit être cher, j'imagine. Oui, voilà. Et c'est pas reconnu, donc notamment pour la proximité, les risques Céveso, etc. C'est pas un logement, donc il n'y a pas de norme. Enfin, il n'y a aucune norme qui s'applique de protection, comme si c'était un logement. En caravane 6, demande est-ce que la trêve hivernale s'applique pour les caravanes. Voilà, Bien sûr que justement. non. C'est aussi ça. Oui, et puis, je sais plus, un peu plus dans le chat aussi, on avait un commentaire de Lucumi qui disait alors que Airbnb a pas de mal à proposer des hébergements atypiques. En effet, les yourtes, tu peux en louer à l'infini, il n'y a pas de problème des pour ça. yourtes, des roulottes, mais... Oui, c'est vrai, des roulottes aussi, c'est de la mode. Des tiny house. Ouais. Est-ce qu'on pourrait... je comprends pas pourquoi ton message de la cigale Gabi a été supprimé. Je suis en train de le lire et c'est vraiment mes excuses. Donc, comme j'expliquais, comme je suis seule pour faire la modération et que la modération Twitch est assez basique, je testais un bot qu'utilise un collègue community manager depuis celles et ceux qui se souviennent, un raid de harcèlement que j'avais subi de fans du local. Et donc, c'est vrai qu'après cette mauvaise soirée, j'avais installé ce bot et je lis le message de la cigale Baby. Je ne sais pas pourquoi il ne passe pas, mais bon, peut-être qu'avec Heisenberg, vous pouvez... c'est peut-être le mot raciste qui passe pas, me dit Jeune Courriel, peut-être. Mais de toute façon, je vous dis, je ne suis pas vraiment satisfaite de cette modération, donc je pense que le bot, il va sauter et que ça évitera. C'est quiproquo. Mais peut-être aussi qu'il est temps de mettre fin à... Parce que j'ai l'impression que Heisenberg et la cigale Gabi, vous n'allez pas vous entendre dans le chat. Et voilà, je ne sais pas si ça va vous empêcher de profiter de du stream et de passer une soirée un peu plus agréable que vous prendre la tête dans le chat et à la fin, personne... Voilà, je ne sais pas. Je voulais peut-être prendre un exemple, puisqu'on parle aussi de ces expulsions, et tu as fait aussi, tu as écrit un article assez hallucinant sur un procès, où on voit que là, tous les honnêtes citoyens et citoyennes s'étaient mis un peu main dans la main. Ouais. Contre un campement. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu le contexte de ce... Le contexte, c'était à Villeron, pas très loin de Roissy. Aéroport à la commune. Et en fait, donc c'est une affaire qui était sortie d'abord dans la presse locale parisien et actu.fr, je crois. Et qui avait donné lieu à une enquête de notre camarade David Perrotin sur un déferlement de haine qui avait visé un campement, un bidonville de personnes roms, de familles roms. Donc là, en l'occurrence, il me semble... originaire de Roumanie et Bulgarie, je crois, et qui s'était installé en fait dans une forêt en marge d'une petite commune. Donc c'est aussi des solutions qui sont trouvées plutôt que d'être... Alors c'est pas pratique pour avoir accès au travail, aux soins, aux à l'eau, à services l'électricité, publics, j'imagine voilà, aussi. Ouais. exactement. Mais c'est une solution qui peut être choisie de s'installer dans des bois pour être tranquille. Et sauf que, en l'occurrence, il y a toute une commune qui s'est mobilisée, qui a fait une manifestation dont l'intitulé sur le tract, c'était pour faire décamper les Roms. Voilà, donc il y a 200 personnes un dimanche, une manifestation familiale, nous disait-on, avec des enfants. Villeron n'est pas Ville-Rome, on pouvait lire sur les pancartes notamment. Voilà, et donc le cortège aboutit jusqu'au
aux barrières du petit bidonville. Il y avait des gendarmes sur place qui ont été un peu dépassés par la situation quand même. Et en fait, très vite, voilà, des 200 personnes autour d'un campement où il y avait à ce moment-là, ils étaient moins nombreux, ils ont pu être jusqu'à 150 personnes dans le campement, mais à ce moment-là, comme il y avait eu déjà beaucoup de demandes des habitants qui partent, ils venaient sur le campement toutes les semaines pour leur dire bon, maintenant vous partez, tout ça. Donc ça devenait déjà tendu. Donc ils avaient déjà commencé à partir en fait. Donc à ce moment-là, il y a 50 personnes entourées par 200 manifestants. Alors pas entourées exactement, mais en tout cas avec 200 manifestants qui hurlent barrez-vous, cassez-vous, Parasite, cassez-vous. parasite, Villeron n'est pas Villerom, vraiment devant leur baraquement. Et il y en a certains même qui font le tour du campement pour pouvoir s'approcher plus parce qu'il y avait un cordon de sécurité par les gendarmes. Il y a une pierre qui a été jetée. Alors, les gendarmes en ont constaté qu'une. Mais c'est vrai que quand David Perrotin, notre collègue, quelques jours, il me semble, après la manifestation, appelle des citoyens, des manifestants, il raconte très volontiers oui, on les a forcés à avancer en leur criant foutez le camp, sale voleur, bandit. Certains ont lancé des cailloux, des pétards. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'ils ont dit dans la presse quelques jours après. Et 2 ans après le moment du procès, évidemment, les souvenirs n'étaient pas ceux-là. Plus personne, finalement, n'était raciste. Personne n'était raciste. Ils avaient des collègues africains. Ils avaient une collègue malienne, africaine. On a un policier qui nous a dit de par ma profession, c'est impossible que je sois raciste. Voilà, c'était vraiment un procès du racisme ordinaire, en fait, des gens qui vraiment, certains totalement de bonne foi, nous disaient mais je ne peux pas être raciste et vraiment, on voulait juste récupérer notre forêt. Et à aucun moment, enfin voilà, donc l'aboutissement de cette manifestation, c'est qu'évidemment, les familles roms ont pacté ce qu'ils pouvaient et sont partis aussi vite que possible en demandant l'autorisation aux gendarmes de pouvoir partir, et donc sous la menace de 200 personnes. Et donc, au procès a été débattu. Est-ce que c'était sous la contrainte Est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes Est-ce que vous leur avez fait peur? Parce que c'est un délit de forcer quelqu'un à quitter son logement. Voilà, est-ce que vous pensez qu'ils ont eu peur? Enfin, voilà, il y avait des familles à l'intérieur de ce campement. Et vraiment, béatement, les gens ont répondu mais non, on a été très cordiaux. Enfin, je sais pas vous, moi, si j'avais 200 personnes sous mes fenêtres qui me disaient barrez-vous, barrez-vous. Peut-être que je me sentirais pas en sécurité, mais bref, il y a une relaxe générale parce que le tribunal, malgré des heures et des heures d'audition, l'interrogatoire a été très poussé, estimait que les faits n'étaient pas constitués pour plein de raisons. On n'avait pas la preuve que les plaignants étaient bien sur le terrain ce jour-là. Bah oui, mais en même temps, ils ont dû décamper. Les baraquements ne constituaient pas vraiment des logements, donc encore une fois... Parce qu'ils ont été détruits, là, tout ce qu'on voit sur la photo. Et ça, c'était le point culminant, c'est que donc le maire de la commune, et c'est là où on voit que les municipalités jouent complètement un rôle là-dedans, c'est que le maire de la commune était présent. Il aurait dit aux gendarmes laissez-les faire, il faut bien qu'ils se défoulent. Et surtout, lui, dans le journal municipal, il parlait souvent des Roms dans des termes absolument critiquables. Il disait rien que leur nom me donne des frissons, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, dès que les familles sont parties, il a appelé un entrepreneur local qui est arrivé tout de suite un dimanche après-midi sans poser de questions. Sans bon de commande, tout ça. Enfin, c'est comme si un maire pouvait convoquer un bulldozer d'une entreprise privée comme ça un dimanche après-midi normal. Et le monsieur est venu sur place pensant que c'était pour une opération de justice et que tout était logique. C'est ce qu'il a argumenté au tribunal. Il est venu et d'abord il a fait un terrassement pour empêcher que des nouveaux gens s'installent. Et puis en fait, très vite, la mairie lui a dit vas-y, tu peux détruire les baraquements aussi. Donc il y a eu un débat au procès à savoir si c'était des biens abandonnés, si c'était des biens ou pas des biens. On a vu des avocats argumenter que non, enfin on parle de 3 planches. Bah ouais, mais pardon, mais c'est tout ce qu'ils avaient. Donc, mais il y a une relaxe générale. La juge, le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas suffisamment constitués, qu'il n'avait pas à se prononcer sur le reste, même si il y a eu beaucoup de questions tout au long de la journée qui ont prouvé que le racisme était quand même sous-jacent dans toute cette journée.
J'ai retrouvé, si tu veux. Donc, le maire dit rien que d'évoquer leur nom, mes poils se hérissent. Il parle aussi de l'action négative polluante de cette population sans foi ni loi. Et donc, voilà, sur l'appel au propriétaire de la pelleteuse, un dimanche après-midi pour détruire le campement hors de tout cadre légal, il déroule la partition de l'élu local accablé. C'est toujours la faute des maires. Pas étonnant qu'il n'y ait plus de candidats et qu'on sabote la démocratie. Si on ne fait rien, c'est notre faute. Si on fait quelque chose, c'est notre faute. Voilà. Et c'est vrai que dans 2 des articles que j'ai fait ces derniers mois, il est question de municipalités qui, en fait, à la fois par leur refus, parfois, dans certains cas, de fournir ce que la loi impose, c'est pas le cas pour Denain notamment, mais en tout cas, et pour leur politique ultra sécuritaire, voilà. Et par leurs propos, tout simplement, qui encouragent, quand on a un élu qui ouvre la voie à l'antiziganisme, les citoyens vont pas se gêner, en fait. On a un peu des messages dans le chat. On a cet avertissement de Cyprien 666 à Angers. Jean Eudgana discrimine les Roms. Il fait des vidéos contre la commu. Faites gaffe à ce faf du coin. Témoignage de Ravencrom, petit témoignage dans les années 2000. J'ai un vieil oncle qui a eu des nomades sur sa parcelle dans une partie excentrée de l'Île-de-France. Il s'en est plaint à la police et un flic du commissariat municipal lui a dit « Sinon, vous leur mettez un coup de fusil, vous les enterrez dans le bois, on n'ira pas creuser. » Un autre témoignage de Alter the Brain. J'ai vu des gens se plaindre que les campements faisaient couler de l'eau en quasi continu, mais on était en plein été, il n'y avait pas un arbre, pas un pet d'ombre et que du bitume. J'aurais fait comme eux. Et ça me rappelle une question de Terence aussi sur le fait que certaines aires d'accueil soient des îlots de chaleur et dans un contexte de changement climatique rapide. Oui, de toute façon, tout est déjà tellement insalubre. C'est des endroits où personne n'irait habiter volontairement. Donc oui, évidemment, c'est aussi chaleur, ça, c'est sûr. Enfin, et avec souvent des coupures d'eau, souvent, je pense, moi, l'aire que je connais le mieux, c'est l'aire de Marseille, qui est une 48 places. Donc, ça veut dire 24 emplacements, parce que chaque place a 2 places de caravane. Pour une ville aussi grande que Marseille, il peut y avoir combien de caravanes, si je comprends bien ? 48. 48. Okay. Pour 24 familles. Sachant que les Bouches-du-Rhône sont une terre de voyage, beaucoup. Et en fait, donc il y a 24 places. Il devrait y en avoir 24 emplacements. Il devrait y en avoir plus du double, rien que sur Marseille. Et je ne parle pas du département, de la métropole, etc. Et en fait, elle se trouve, c'est l'aire de Saint-Menet, elle se trouve vraiment entre l'autoroute qui va au Bagne, la voie de TGV, une usine Arkema Céveso, classée risque Céveso. Tous les entrepreneurs du BTP de la région viennent décharger leur gravat devant, donc régulièrement il y a des monticules. À un moment, la mairie de secteur avait installé un terrain de motocross aussi pour empêcher que les voyageurs s'installent au-delà des frontières. Et je crois que j'oublie un des désagréments. Et clairement, on est à côté d'une autoroute, donc il n'y a pas un arbre. C'est l'enfer sur Terre, quoi. C'est à côté de la zone commerciale de la Valentine. Enfin, il n'y a rien qui va. Et clairement, l'été, c'est l'enfer sur Terre. Il y a parfois, il y a des petites cahutes avec une douche, un lavabo, de quoi faire la cuisine, quoi. Enfin, pas de quoi faire la cuisine, mais l'accès à l'eau et une douche. Souvent, il y en a 1 sur 2 qui marche pas, tout ça. En période d'été, c'est juste l'enfer. Satrape qui est à Marseille, il nous dit voir une centaine pas loin de la cité de la solitude. Alors, où est-ce qu'il est ? Je vois pas pas loin de la cité de la solitude. Oui, c'est possible qu'il y ait un bidonville, je ne sais pas. C'est d'ailleurs amusant de souvent entendre qu'ils ont la belle vie et dans le même temps, on sait pertinemment que quasi personne ne supporterait ces conditions. Ça, si tu veux revoir le stream avec Faiza sur la précarité, c'est exactement ça. Tout le monde pour dire si t'es au RSA ou que sais-je, tu profites, t'as la belle vie, mais qui veut prendre leur place ? Voilà, puis on l'a dit tout à l'heure, l'espérance de vie a 10 ans de moins que pour le reste de la population chez les femmes gens du voyage. Je pense que ça calme d'emblée. Satrape à compléter la cité qui est à côté de l'usine Arkema. Alors on parle pas de la même. On parle pas du coup de la même. Parce que c'est usine Arkema au Bagne, la Penne-sur-Yvonne.
Un témoignage de Ravencrom chez moi dans le 93. Il y a eu la mort de 4 nomades cette année. En mars, je crois, ils avaient mis leur caravane dans une allée qui donne sur le canal de l'Ourcq. C'est insalubre. Ça longe un pont avec beaucoup de passages donc pollués. Il y a eu un incendie apparemment domestique et 4 morts. Très peu de réactions locales. Le Bondi Blog en a parlé, c'est tout. Et écoute, j'avoue, je ne savais pas. Je vais chercher l'article du Bondi Blog. Ça rejoint aussi les questions sur le traitement médiatique. Est-ce que toi, tu as des médias recommandés, à part Mediapart, bien sûr On n'a pas parlé de ton expérience à Mars Actu aussi tout à l'heure. Mars Actu, c'est très bien sur la question, sur la question des voyageurs. Moi, j'y ai passé 9 ans. Je ne suis pas objective. La presse indépendante fait bien le travail. Street Press a très bien traité ces sujets. Donc la presse indépendante en général, le Bondi Blog aussi. Mais en fait, il y a très peu de médias qui font de l'enquête. Après, il y a plus en documentaire aussi, notamment Radio France avec ses formats documentaires. Il y a une super LSD, la série documentaire sur l'antitiganisme qui résume en 4 heures tout ce qu'on est en train de se dire. Mais elle est super cette série, franchement. Tout est dit. Voilà, après dans la presse du quotidien, il y a très peu de formation, très peu de sensibilisation, mais comme dans le reste de la société. Et donc en fait, moi, ça m'arrivait quand j'étais à Mars Actu de faire des tweets. À l'époque, on faisait des tweets entre journalistes pour dire à la Provence, là, oui, vous dites il y a une occupation illégale, mais est-ce que vous dites que la métropole n'est pas du tout en règle et qu'elle devrait avoir créé une aire de grand passage pour 200 personnes et qu'elle ne le fait pas et donc elle se retrouve avec 200 personnes sur un terrain de foot. Voilà, si on fait un article et qu'on ne dit pas ça, on a fait la moitié de l'article. Mais il y a des aspects où ça évolue, mais en fait, très peu quand même. Le choix de la paresse et de l'ignorance est souvent très facile. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des rédactions où il n'y a personne pour se dire tiens, dis donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de colporter un préjugé anti-tzigane quand même, ou même juste raciste, ou juste un préjugé, ou est-ce qu'on n'est pas un peu superficiel sur cet article, mais ce n'est pas le réflexe le plus courant. Je vous ai mis le lien vers le podcast en 4 épisodes, surtout pour les personnes qui étaient curieuses aussi de savoir l'histoire au niveau de l'histoire de France. Vous en saurez plus. Les gens du voyage, un enjeu des élections municipales dans certains coins, il y a un point d'interrogation. Est-ce que c'est un enjeu pour les élections municipales? Est-ce qu'il y a des maires qui se disent qu'ils vont essayer d'avoir des voix parmi les personnes voyageuses? Non, les voyageurs votent très peu. Donc souvent, s'il y a des programmes municipaux qui vont porter sur les gens du voyage, ça va être sur l'axe sécuritaire et répressif. Mais je ne crois pas que ce serait un enjeu. Mais au niveau de certaines communes, oui. Mais par exemple, à Denain, où on a fait le reportage il y a 2 mois... à Denain, l'opposition de gauche à la maire socialiste a beaucoup porté le sujet. Donc, dans les endroits où les tensions sont déjà identifiées, ça peut donner lieu à un débat. J'ai quand même très peur que la plupart du temps, ce soit sur l'angle répressif. Après, le collectif ZOR, dont on a parlé au tout début, de jeunes voyageurs, ils ont prévu de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales, du coup, dans les semaines qui viennent, auprès des voyageurs. Et donc, voilà, ça pourrait peser. J'en doute un peu. Après, il y a des enjeux d'urbanisme, de fabriquer la ville, construire la ville, avec ou sans les voyageurs. Mais en fait, je ne suis pas très optimiste sur le fait que ce soit des débats positifs. Il y a une question, il y avait déjà eu la réponse un peu plus tôt dans le chat. En cas 26, j'avais entendu que les Tziganes avaient été libérés des camps de concentration 1 mois après tous les autres, car tout le monde était bien content qu'ils y soient. Quelqu'un a rappelé tout à l'heure dans le chat que ça a été les premières personnes internées et les dernières personnes libérées, puisque c'était en 46. Alors, c'est pas 1 mois après, c'est 1 an après. Ils sont libérés en 46. Enfin, les derniers camps d'internement sont... Donc, tous ceux qui étaient en France, je vous remets de toute façon le lien vers le mur des noms. Donc, énormément de camps en France dont on ignore plus ou moins l'existence. Est-ce qu'il y a aussi des démarches par les associations, peut-être de mettre des plaques de commémoration, de musées
Il y a un projet de musée à Montreuil-Bellay. Je ne sais plus dans quelle région ça se trouve exactement, excusez-moi, je suis du sud. Je connais très mal ces régions. Je ne peux pas te jeter la pierre. Moi, je connais bien le camp de Rivesaltes, forcément. Voilà, Rivesaltes. Mais donc, il y a un projet de musée mémoriel à Montreuil-Bellay. Après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement peu de choses qui sont faites dans le Maine-et-Loire. Tellement peu de choses qui sont faites que chaque chose qui est faite est très scrutée et sujette à beaucoup de tensions parce qu'il faut faire bien. Donc c'est là où c'est éminemment triste en fait, c'est qu'il y a tellement peu de d'actions pour la mémoire, qu'il y a beaucoup de pression qui repose sur les épaules du mémorial de Montreuil-Bellay qui ne pourra pas tout. Mediapart. Mediapart. On a Mediapart. Merci beaucoup pour le raid. JB, Mébec, bienvenue. On parle d'anti-tsiganisme et de ce projet de mur des nomades qui recense donc tous les camps d'internement qu'il y a eu en France. Et tous les internés dont on a la trace. Oui, et donc pour les personnes qui ont des connaissances des membres de leur famille, vous pouvez participer en soumettant le nom et le prénom, la date de naissance. Voilà, d'une personne qui, à votre connaissance, aurait été assignée à résidence ou internée en France entre 39 et 46. Voilà, bonsoir et bienvenue tout le monde. J'avais vu... Ouais, merci Hélène Auteur. Petit passage pour exprimer mon effroi face au regain des violences tziganophobes comme les émeutes tziganophobes au Royaume-Uni. J'ai l'impression qu'on a de gros retours de rumeurs d'enlèvement d'enfants. C'est vrai que aussi on a assisté à ces rumeurs délirantes qui naissaient sur les réseaux sociaux et qui donnaient lieu à des expéditions punitives, je sais pas comment appeler ça. Oui, se faire. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est là où on voit que voilà, les rumeurs, quand elles visent des voyageurs, prennent super vite. En fait, on perd un peu tout sens critique, on s'autorise un peu tout dès qu'il s'agit de rumeurs qui visent les gens du voyage. Les gens sont prêts à croire tout et n'importe quoi. C'est vraiment le ferment de l'antiziganisme. Et puis après, vu l'exemple que tu prenais tout à l'heure sur... c'est aussi quelque part une expédition punitive, ces personnes qui vont détruire un camp dans le bois et qu'il n'y a aucune conséquence. Oui. Il y a une impunité telle que pourquoi pas. Voilà, avec sous l'œil des gendarmes qui... Alors dans le dossier, on voit bien qu'ils étaient un peu médusés et sidérés par ce qui était en train de se passer. Et en même temps, ils ne savaient pas du tout s'ils avaient matière à interrompre la manifestation qui avait été autorisée par le préfet. On a quand même un préfet qui avait autorisé une manifestation dont le tract disait aller faire décamper, pour faire décamper les Roms. Enfin, le préfet ne s'est pas posé la question de tiens, dis donc, est-ce que ça va pas mal se finir ? Alors qu'on sait bien que les préfets sont globalement assez précautionneux et prudents. Oui, puis dans ton article, il y a une citation du maire, puisque tu parles de ces militaires qui étaient présents, qui ne savaient pas s'il fallait intervenir, et le maire dit il faut bien qu'ils se défoulent un peu. Donc c'est vraiment totalement cautionné. Voilà. En K26 nous dit dans ma ville, il y avait un camp, mais je ne pense pas qu'il y ait de plaque commémorative. Et The Zélias, dans la Vienne, avec les élus PCF et LFI, il y a eu des échanges culturels avec des associations pour relier les deux côtés, musique, danse, théâtre, gastronomie. Les retours étaient très bons. Ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de retour. Merci, The Zélias. Mais oui, en effet, c'est à 94. Les forces de l'ordre se posent beaucoup moins de questions quand il s'agit de réprimer des manifestations d'habitude. Donc là, on arrive dans la troisième et dernière partie de ce stream sur comment lutter contre l'antiziganisme aujourd'hui. Il y a donc des mobilisations récentes dont tu as parlé, le collectif ZOR. Est-ce que tu veux nous parler aussi du hashtag Nos vies de gitans comptent ? Oui, c'est aussi lancé par le collectif ZOR. En fait, donc c'est un jeune collectif qui a décidé de se lancer pour défendre les droits, tout simplement, des voyageurs et qui ont dit que leur premier combat, ce serait de faire connaître la question du génocide. Et donc, au début du printemps, je crois, ils ont lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, Nos vies de gitans comptent. Et ça allait avec des vidéos où ils lisaient des lettres de leurs ancêtres
à cette période de l'internement, de l'assignation à résidence. Et donc, ils les ont envoyés à des parlementaires pour pousser à ce que on travaille, à ce que les parlementaires travaillent à la résolution pour la reconnaissance d'un jour de commémoration le 2 août. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est une jeune génération, mais qui passe par le rapport à l'histoire. Et en fait, voilà, le hashtag c'est No Digital compte parce que c'est en gros, tant qu'on ne reconnaîtra pas que en 39-46, nos vies n'ont pas compté, comment voulez-vous que nos vies comptent aujourd'hui? Alors moi, j'avoue, je ne savais pas l'origine du hashtag et je me demandais si c'était en écho à Black Lives Matter. Et d'ailleurs, Karim Oui, B évidemment. demande quelle solidarité antiraciste se construise autour de la lutte contre l'antiziganisme. Est-ce qu'il y a une intersectionnalité des racismes autour de ces... Elle est naissante, je dirais. Je connais pas tous les milieux antiracistes, absolument. Mais alors, je vais parler pour ce que je connais. On a chez les journalistes l'association des journalistes antiracistes et racisés, la JAR. Et je sais qu'ils travaillent sur la question de l'antiziganisme. Donc, oui, des solidarités existent. Je ne sais pas à quel point elles sont répandues, partagées. Je pense qu'elles sont naissantes la plupart du temps, mais elles existent. On a le témoignage de la cigale Gabi. J'ai grandi à Drancy de 64 à 77. J'ai donc grandi avec la notion de l'horreur du nazisme et des déportations. Et à cette époque, je n'avais jamais entendu parler des tziganes. Je l'ai appris bien après. Oui, c'est ce qu'on disait depuis de toute façon le début de ce stream sur... dans ton article, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert qu'à la Libération, il y avait des hommes, des femmes et des enfants voyageurs qui avaient été assassinés parce que soupçon de collaboration. Oui. Oui, c'est vrai, tout à fait. Terence Faiza voulait parler de Lajar pendant son émission il y a 15 jours et en fait, elle a complètement zappé ça. Donc, c'est un bon rappel voilà. que tu nous fais. C'est la solidarité entre collègues. Jump in Twitch pour la question pour le 2 août. Je vais chercher un texte pour pas qu'on réexplique parce que. Sur le 2 août. Pourquoi le 2 août? Tu as déjà expliqué que c'était la Ouais. nuit. Une nuit où. Alors, je crois que c'est en 44, mais j'ai un doute. Je vais le chercher. Si tu cherches Lager, comme Sigorner, Lager. Mais c'est une nuit où, dans le camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau, il y a 3 000 à 4 000 personnes considérées comme tziganes qui ont été exterminées en une nuit. Ce qui, même pour un endroit pareil, est effroyable. Et donc, comme c'était Voilà. dans les baraquements, 44, c'est ça. Comme c'était dans les baraquements où étaient parquées les personnes considérées comme tziganes, parce que c'était la catégorie, et qu'auparavant, il y avait eu des révoltes au mois de mai, ils s'étaient opposés au SS, et bien, c'est resté un symbole d'une extermination ultra violente, mais qui n'a pas fait évidemment que 3 à 4 000 morts, mais on parle plutôt de, je disais, 250 000 à 500 000 à l'échelle de l'Europe. Personne. J'ai une transition parfaite pour le moment Mercaster, puisque on a une question de Adèle Dubs. Avez-vous entendu parler du livre Le tumulte et l'oubli de Timothée Demélier? Pas du tout. Eh ben, pendant que je cherche, est-ce que tu veux... Alors attends, on a un petit écran qui n'est pas piqué derrière. Mercator, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Ce sont les moments des rococultures de l'invité. Donc ce soir, ce sont des rococultures. Ouais. Les liens apparaissent dans le chat. Bien fait. Donc si tu veux commencer par Liberté pendant que je cherche le tumulte et l'oubli. En fait, il y a un E en 3 à Tony Gatliff. Mais en effet. Ça fait bizarre. Ça fait Gatliff. Non, c'est Tony Gatliff. Donc, oui, on a parlé beaucoup de cette question du génocide et du sort
des nomades, des gens qui appartenaient à la catégorie des nomades pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Liberté de Tony Gatliff, c'est un peu l'incontournable œuvre pour comprendre ça. Et vraiment, moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Enfin, il y a même quelques mois. Et en fait, c'est extrêmement vivant et c'est beaucoup plus qu'un témoignage historique. C'est une fiction déjà, mais en fait, c'est un film magnifique. Extrêmement, enfin vraiment, on est emporté. Et surtout, en fait, ça résume en 1h30 ce qu'on peut mettre des mois à accepter. Et sur la question du déni du génocide, en fait, c'est implacable. En fait, on voit comment un groupe familial de familles itinérantes essaye de passer entre les mailles du filet de l'assignation à résidence, comment ils sont dans une misère affreuse parce qu'ils se font chasser de partout, ils avaient l'habitude soit de s'installer, soit de travailler, comment une fois en internement, c'est le mal-être absolu et la répression, la violence, tout ça. Et voilà, enfin bon, c'est un film vraiment très beau et qui se passe en France, donc voilà, qui raconte exactement ce pourquoi beaucoup voudraient qu'on reconnaisse qu'en France, c'était aussi la même dynamique génocidaire que dans le reste de l'Europe. Euh, voilà, peut-être avec d'autres expressions, mais la dynamique était la même, voilà. Donc le film est vraiment très, très beau, sans parler évidemment de la musique, des jeux d'acteurs, tout ça. Mais ça dit en 2 heures, je crois, ce que ouais, c'est 1h51, ce que on a essayé de dire en quasiment le même temps, mais beaucoup mieux. Et hem et ma deuxième recommandation, c'est Mirage Sud. C'est le dernier numéro de la revue Invendable. Et là, c'est un petit clin d'œil à mes anciens camarades de Mars Actu, où je suis restée très longtemps. Et donc, c'est un long reportage à travers Marseille, ma ville de cœur. Écrit par Clara Marteau-Bacri. Clara Marteau-Bacri, vraiment, je ne peux plus articuler. Qui est une merveilleuse journaliste marseillaise. Donc, la revue Invendable, c'est une revue de long reportage, un peu gonzo, comme on dit, c'est-à-dire à la première personne, avec un style assez libre. Et donc, là, en fait, c'est un immense reportage qui fait la taille d'un petit livre et qui traverse absolument tous les quartiers de Marseille. Et pourquoi j'aime ça? Outre que c'est une amie et que c'est en coprod avec Mars Actu, en fait, il y a tellement de récits sur Marseille en ce moment, soit des récits, alors toujours le récit du crime, mais ça commence à faire long feu, mais aussi le récit de la hype, le récit de à quel point c'est super kiffant de venir passer un week-end à Marseille. Et en fait, on parle plus des Marseillais, on parle des néo-Marseillais, on parle des restaurants qui ouvrent à Marseille, mais on parle plus des Marseillais. Des rooftops. Voilà, des rooftops. Le niveau d'agacement chez Anna est incroyable. J'espère que vous le voyez à l'écran. Mais en gros, voilà, c'est quelqu'un qui vit à Marseille depuis longtemps, qui traverse la ville depuis la Caillole jusqu'à... elle passe par Andoum, évidemment, mais c'est l'endroit où elle passe le moins de temps. Elle fait des soirées dans les quartiers nord, je ne sais plus où exactement, avec la communauté comorienne. Elle fait absolument tous les quartiers de Marseille et ça fait du bien de voir ce visage de Marseille. Et le visage sur la une, il est trop beau. Et c'est vrai qu'elle est trop belle, cette photo. c'est des photos qui sont prises par un photographe marseillais issu, je crois, de Félix Piat, et qui a pris vraiment les quartiers et tous les quartiers riches, les quartiers pauvres, tous. Et voilà, il raconte ce que c'est vraiment cette ville et elle se résume pas à un arrondissement où il y a des super kebabs de poulpe. C'est tellement plus que ça. Et surtout, les Marseillais sont tellement plus que ça. Donc voilà, je pourrais en parler très longtemps. Au moins autant que de la question des voyageurs.
Et voilà, donc je vous encourage à le trouver. Il est dans pas mal de librairies, il est disponible à la commande. À Marseille, il est dans plein de librairies, dans toutes les bonnes librairies, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Pardon. Et à Paris, il est dans quelques librairies aussi. Et en plus, il y a la soirée de dédicace à Paris, vu que celle à Marseille a déjà eu lieu. C'est vendredi soir, je crois, au Merle-Moqueur. En tout cas, vous trouverez tout sur les réseaux sociaux de Invendable et de Mars Actu. Je vous envoie la page Insta. Alors, bien sûr, il y a la petite. Oui, voilà, c'est à Plombières, les soirées comoriennes, exactement. Les vrais savent dans le chat, la cigale Gabi, bien sûr. Absolument. Et par contre, aussi, comme Karine B, je suis un peu entre guillemets dégoûtée. Kebab de poulpe, ça existe vraiment? Ouais, ça existe vraiment. Ah non, arrête. On fait tout au poulpe à Marseille. Ouais, ça me fatigue en vrai. Alors que flamber au pastis, c'est tellement bien. Ah là là, bon, très bien. Mais oui, je remonte un peu sur ce message assez juste de la cigale Gabi. La reconnaissance des crimes contre l'humanité commis par la France reste un gros problème encore aujourd'hui. Partout, la France coloniale fut monstrueuse. C'est vrai qu'on a encore à balayer devant notre porte dans bien des domaines. Pas de concurrence mémorielle. Non, exactement. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas pour dire celui-là on n'en parle jamais, c'est vraiment pas ça. Mais c'est pour dire en fait là tout est là, tous les autres pays reconnaissent. Enfin voilà, il y a largement suffisamment de matière pour lancer un travail mémoriel. Et c'est aussi quelque chose, j'ai pas dit, mais dans l'idée de reconnaître ce génocide à travers une journée de commémoration, il y a l'idée que ce soit mieux enseigné à l'école aussi, en fait, tout simplement. Et ça part de là. Si à un moment en classe, on parle du génocide des Tziganes dans une école française, peut-être que les jeunes voyageurs... alors bon, il y a plein d'autres bonnes raisons pour qu'ils se sentent bien à l'école, évidemment, mais peut-être que ça peut être un moment aussi pour que leurs camarades de classe les regardent différemment et ça peut faire que du bien en soi. J'ai complètement... non, pêcheur, on n'a rien contre les poulpes, mais c'est juste... le poulpe. Moi, j'arrête. Il n'y a pas besoin de le mettre en kebab, en fait. Non, ça me fait de la peine. J'ai vu, comme tout le monde, le docu sur Netflix, qui sont grave intelligents. Enfin, bref. Non. Mais oui, on adore le poulpe, sinon, et les soupions surtout. Enfin, bref. J'ai oublié que j'avais mis de côté ce lien. Est-ce que tu voulais en parler de la collecte de témoignages de persécution des nomades? Eh ben c'est, il me semble, oui, c'est en lien avec le mur des nomades. En fait. Tout à fait. Voilà, c'est le travail, il me semble. Là, j'espère ne pas dire de bêtises et je m'excuse auprès des chercheurs et chercheuses qui travaillent là-dessus. Il y a tous les noms, t'inquiète. Mais voilà, c'est là où quelqu'un demandait tout à l'heure des références et c'est vrai que donc il y a Ilsen About qui a beaucoup travaillé sur la question de l'histoire. Sur la question de l'internement, donc Lise Soineau dont on parlait plus tôt, et il y a aussi donc là Théophile Leroy et Laurence Brandy notamment. Mais voilà, des ressources sur l'histoire, il y en a beaucoup. Après, voilà, il y a des historiens qui veulent pas utiliser le mot génocide, d'autres qui poussent pour l'utiliser. Au fond, tant qu'on en parle, c'est l'essentiel déjà. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat si vous avez envie d'aller plus loin et de poursuivre vos lectures. Oui, tout à fait, on aime le poulpe, pas les rousses ici. Ça part en gastronomie, là. Les takoyaki, oui, dedans il y a du poulpe manger, et c'est pas non plus... Il y a un super resto, ceci dit, qui fait les takoyaki à Marseille, mais depuis longtemps, qui s'appelle Takosan. Merveilleux. Mais justement, récemment, il y a 4 autres restos japonais qui ont ouvert dans les rues alentours. Il y a trop de restos à Marseille. Arrêtez d'ouvrir des restos. Comment s'appelle le film dont l'invité a parlé? Il s'appelle Liberté. Liberté, ouais, je vous de remets Tony Gatliff. Le lien. Alors, je sais pas pourquoi le lien est cassé, mais vous pouvez le copier-coller. Voilà, je sais pas pourquoi le lien Wiki s'est cassé. Il est disponible sur YouTube, Liberté, par ailleurs. Ah, c'est vrai? Ouais. Je ne sais pas à quel point c'est légal, mais il est là depuis très longtemps. Bon, écoute, vous n'avez pas eu l'info ici en tout cas, mais merci pour l'info. La bouillabaisse, c'est sous-côté, allez, ça part en débat. Mais oui, mais moi, il ne faut pas me lancer là-dessus. Pour moi, le vrai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le vrai plat marseillais, c'est la pizza du camion. J'ai jamais mangé de bouillabaisse, pourtant je suis marseillaise, mes parents sont marseillais, enfin voilà, il y a plus de débat. C'est le vrai truc convivial. C'est trop compliqué à faire la bouillabaisse. C'est trop cher au restaurant, c'est une fortune en plus. Qui peut vraiment aller manger à 100 balles la bouillabaisse avec le bavoir là Ma grand-mère elle faisait une soupe de poisson de temps en temps, tu vois. Oui, la soupe de roche un peu. Voilà, c'est ça, mais de l'appeler bouillabaisse, merci, galère. Alors que la pizza du camion que tu manges les soirs de match, celle à l'emmental,
amenés par l'immigration italienne. Ça, c'est la moitié-moitié. Ou la moitié-moitié, mais j'aime pas les anchois. Bref, un jour, ça a dérivé, mais c'est aussi la culture du Sud. Je ne sais pas si tu avais vu, c'était il y a 2 ans, aux rencontres de la photographie à Arles, il y avait une belle expo sur les pèlerinages aux Sainte-Marie. Oui, mais bien sûr, mais à Arles, notamment au festival, il y a beaucoup de... J'en ai vu même des grands... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le journalisme documentaire, il y a beaucoup de choses merveilleuses qui sont faites sur ces sujets-là. Mais faut pas que ça empêche les journalistes de presse généraliste de travailler sur la question de l'accès au droit, tout simplement. Tout à fait, qu'on ne soit pas sur un peu une folklorisation. Exactement, il n'y a pas que des documentaires, il faut aussi des sujets d'intérêt général qui doivent être traités au quotidien, quoi. Oui. Voilà. Allez, ça y est, ça part dans le chat. L'aioli, bien sûr. La pizza, l'anchois. Il faut se méfier de la bouillabaisse du côté de la place Thiers. C'est l'arnaque à touristes. Ah bah oui, bien sûr. Mais elles ont tous fermé, je crois. Mais pour le coup, si tu veux vraiment aller les bonnes bouillabaisse, il y a quoi 2-3 restos qui les font. C'est vraiment pas tu sors à 100 € ton repas, hein, vraiment. Ouais. Ah, merci Aéromite, les pizzas à la Marseillaise sont bien meilleures que les pizzas de hipster avec les 3 morceaux de fior dilaté, pizza et mental for the win. Bon, sur cette note réjouissante sur la pizza, peut-être que vous avez faim aussi dans le chat, je vous rappelle que vendredi, vous retrouvez Host de 10h à midi et il sera avec le média Problématique que vous connaissiez peut-être sous le nom avant Mécréante. Lundi prochain, vous me retrouverez avec Amélie Poinceau qui est au pôle écologie. On va parler du scandale sanitaire des pesticides et des nouvelles de la loi Dupont. Parce que oui, il va y avoir des nouvelles très rapidement. Le retour qu'on ne voulait pas voir venir. Ce sera de 18h à 20h. Le replay de ce stream, vous le retrouverez immédiatement sur Twitch, mais pour une façon plus pérenne dès demain sur la chaîne YouTube de Mediapart. En tout cas, vraiment, merci Lisa pour ta présence ce soir sur un sujet qui est tellement pas assez traité. Ouais, et encore une fois, j'espère que j'ai pas dit des bêtises et j'ai essayé d'être aussi précise que possible, mais ce qu'on essaye, c'est de défricher et je suis absolument pas la première et voilà, mais en tout cas de faire vivre ce sujet et du coup c'est trop bien de pouvoir en parler à ton micro. C'était ça avec plaisir. Moi aussi, c'est un sujet qui me passionne et qui n'est pas du tout traité comme cela devrait l'être. Oui. Donc, n'hésitez pas à partager aussi tout ce qu'on vous a envoyé autour de vous, parce que ça passe aussi par ça, des fois, de déconstruire des préjugés racistes, tout simplement, et de s'instruire sur ce génocide. Merci aussi à votre présence, vos questions, vos remarques, vos témoignages. Toutes mes confuses encore pour le bot que je vais désactiver dès demain avec mes collègues. Merci Karimette aussi, prends soin de toi et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Terence aussi, prends soin de toi, on pense à toi. Bonne soirée, Ayoli. Et alors attendez, on va pas se quitter si vite. Je vais faire un raid de voir qui est-ce qui est en ligne. Non, je ne veux pas du tout faire ça, là. Patience pour le raid. Ne quittez pas, quelqu'un va vous répondre. Bon, Macron lâche chez la gauche, diviser le budget dans les choux. Bon, je vous envoie chez Jean Massier, ma foi. Oui. Allez, hop. En tout cas... en cas, c'est pas grave, même si tu arrives tard, il y aura le replay si tu as envie de te l'écouter comme un podcast. Donc c'est parti, je lance le raid. Bonne soirée à tous et à toutes et à la semaine prochaine.